ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité aujourd'hui via la librairie de l'Inconnu au 84 rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris. François de Mirbeck pour représenter la librairie. François, bonjour à toi. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Ça va bien, je te remercie. Très heureux d'être là parmi nous tous, vous tous, ce soir. Oui, il y a vraiment beaucoup de monde. Plein de visages très rayonnants et qui sont venus vraiment spécialement, et certains de très loin, qui n'ont pas hésité à faire 400 km voire plus pour rencontrer, et c'est vrai, c'est la stricte vérité, pour rencontrer quelqu'un dont on est vraiment très fier d'avoir sa présence à la librairie de l'Inconnu. C'est notre amie Patricia Daré. Elle est devenue notre amie parce qu'elle est tellement sympa et son livre est tellement bien que on a envie de mettre un peu notre tête sur son épaule. Ne vous gênez pas. Merci Patricia. Patricia Daré, bonjour. Bonjour à vous deux, bonjour Laurent, bonjour François. Je suis très contente d'être là. Vous avez dit qu'il y a des gens qui sont venus d'aussi loin. Mais je ne savais pas. Oui, ça vient de Belgique, ça vient du sud de la France. Oui. Mais c'est formidable. Écoutez, je suis ravie, mais je suis très émue. Ce monsieur, par exemple, il a fait beaucoup de kilomètres là. Je suis très exact. émue, il a fait 400 kilomètres. 400 kilomètres. Voilà. Écoutez, j'en suis. Baba. Et beaucoup d'autres personnes ont appelé pour savoir est-ce qu'on peut venir, est-ce que c'est sur invitation, etc., etc. Et on leur a dit c'était à la bonne franquette. Et parce que l'intéressant, c'est d'écouter ce que va nous dire Patricia Daré. Il y a beaucoup à dire. Patricia Daré, journaliste, animatrice radio notamment, médium, ça c'est l'autre casquette. Oui. Patricia Daré, Un souffle vers l'éternité, c'est un livre aux éditions Michel Lafon. Je voudrais partager mes messages de l'au-delà. Alors Patricia, on peut effectivement se poser déjà cette première question, comment est-ce qu'on devient médium, à définir ce qu'est un médium, et comment on associe le fait d'être un médium tout en étant, je dirais, les pieds sur terre, bien dans le concret, journaliste, quelqu'un de rationnel, qui a fait des investigations, qui pose des questions à différents intervenants, invités. Pour le coup, là, c'est vous qui passez de l'autre côté du micro, et de nous raconter un petit peu tout ça. Comment devient-on médium ? Je crois qu'on ne devient pas, on l'est déjà, c'est ce que j'ai appris. Comment on peut être médium et journaliste, avoir les pieds sur terre ? Je crois que ça fait partie de la même chose. Et je vais vous dire une chose, c'est que, en fait, quand on dit médium, on a toujours cette image de la personne un peu éthérée, qui parle couleur, chakra, pierre, etc. Et comme si tout à coup, elle était devenue une autre personne, quelqu'un dans la marginalité. Ben non, on est médium parce qu'on est humain et parce qu'on est rationnel. Ce que j'ai découvert à travers cette expérience dont nous allons parler, c'est que la médiumnité n'est pas un plus, mais ça fait partie du tout. C'est simplement l'autre partie qu'on n'utilise pas, mais qui peut également faire partie de cette rationalité, de cet ici et maintenant, de cet esprit cartésien. Je peux être journaliste et puis tout à coup, aller chercher mon accessoire médiumnité pour rendre service à quelqu'un, tout simplement. Comment vos collègues, alors dans quelle mesure peut-être ces derniers savaient que vous étiez médium ? Est-ce que c'était quelque chose que vous cachiez ou pas spécialement ? Je ne l'ai jamais caché, mais je ne l'ai jamais non plus prétendu, parce que on imagine bien, quand on travaille dans une radio, surtout que ça m'est arrivé comme ça, en cours de vie, et donc je travaillais déjà depuis très longtemps à la radio quand je suis devenue médium. Et donc je ne pouvais pas dire du jour au lendemain à mes collègues, vous savez, au fait, je parle avec les morts depuis hier, donc soyez sympas, si vous avez besoin de moi, je suis là. Je ne pouvais pas dire ça comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que progressivement, moi déjà, j'ai dû accepter ce fait d'être connecté, on va dire, à une autre dimension, à laquelle nous sommes tous connectés en fait, mais de l'entendre précisément, et de pouvoir l'utiliser dans mon quotidien. Alors, au début, quand les collègues venaient me voir en me disant ah voilà, j'ai perdu mon père, ah oui, je suis très triste, oui, mon père est mort, je disais là, je peux faire quelque chose. Et puis je sentais le père qui était là. Alors au début, je n'osais pas trop. Et puis un jour, je me suis lancée. J'ai dit, ton père, est-ce que c'est ce monsieur qui est comme ça, comme ça, comme ça ? Oui. Eh bien, il est à côté de toi. Mais comment tu sais ça ? Mais comment tu vois ? Eh bien, parce que je le vois. Et j'ai donné le message. Et ce collègue est allé le dire aux autres en disant, vous savez, Patricia, elle m'a dit une chose très particulière, mais je crois pas qu'elle soit devenue folle depuis 2 jours, enfin pas plus qu'avant, parce que bon, on a quand même à se poser des questions. Et en fait, vous savez, elle m'a dit ça. Et donc les autres sont venus. Les autres. Les uns après les autres, on m'a dit, moi, voilà. Et puis, plus rien. C'est-à-dire que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. On sait qu'il se passe ça, on sait que je suis comme ça, que je peux guérir une entorse, que je peux capter un message,
Et puis quand il y a besoin, je l'utilise, sinon je ne l'utilise pas. Je n'en fais pas, étalage. J'en fais pas étalage, ça fait partie du tout. C'est comme aller boire un café, c'est comme rendre un service. C'est un service, mais ça s'inclut dans le quotidien et dans la rationalité. Il y a une chose qui est intéressante que vous venez de dire, Patricia, c'est que on ne naît pas médium, parce que dans l'esprit des gens, on est médium, c'est-à-dire qu'on nous transmet un don de génération en génération. Vous êtes devenu médium toute seule, en fait, si j'ose dire, avec une hiérarchie dont vous allez nous parler. Ça s'est déclenché comment ? Ça s'est déclenché d'une manière extrêmement curieuse. On est en 1995. Mon fils vient de naître. J'en suis heureuse parce que depuis 8 ans, j'essaie d'avoir un bébé. C'est une galère totale. Et puis enfin, voilà, mon fils naît, je suis mariée, je suis heureuse et je me dis, j'ai tout. Je fais ce que j'ai envie de faire. J'ai un enfant, ça y est. Je suis heureuse, c'est bon. Et cette nuit-là, c'était en septembre, hein, cette nuit-là, alors que je vais me coucher, que j'essaie de dormir, que je somnole, mon mari lui est endormi, j'ai cette voix qui arrive dans mon oreille droite. Mais une voix masculine, forte, autoritaire mais aimante, hein, je veux dire pas autoritaire, ferme, hein, qui me dit, bon, maintenant lève-toi, prends un papier et écris. Et je me dis, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai la berlue. Tout à l'heure, je disais hors antenne, pour expliquer à François, j'ai cru que j'avais mangé des champignons et que j'avais des espèces d'effets hallucinogènes. Qu'est-ce qui m'arrive ? Donc, j'ai un baby blues qui tourne mal. Je suis fatiguée, je fais une déprime. On se raccroche à la rationalité, oui. Voilà, c'est ça, voilà. Ou alors pire, je deviens schizophrène. C'est-à-dire que j'ai eu un bébé maintenant. Ben ça m'a provoqué un bouleversement et je suis schizo. Voilà, je suis schizo. Et donc c'est une catastrophe. Mais peut-être que cette voix ne va pas revenir. Donc on va vite essayer de se rendormir. Je me remets sous la couette et j'essaie. Vous savez, on se bouge pratiquement les oreilles. On dit voilà, maintenant je dors. Et la voix revient. Elle me dit mais il me semble t'avoir dit de te lever, de prendre un papier, un crayon. Et je dis là c'est pas possible. Donc je réveille mon mari. Je lui dis tu m'as parlé. Il me dit pas du tout. Je dormais. Et ça commence à me poser problème. Je dis, elle va revenir. Forcément, elle va revenir. Donc, qu'est-ce que je fais ? Bêtement, en pleine nuit, il est 3h du mat. Je me lève, je vais dans mon petit bureau, je prends un papier, je prends un crayon et j'attends. Et je me dis, je suis stupide de faire ça, c'est idiot. Je fais un truc idiot. Donc, je suis folle. Et ma main se met évidemment à parcourir le papier. Ma main part, elle écrit. Elle écrit, mais mon cerveau ne pense pas. Et je me dis, comment ma main peut écrire puisque mon cerveau ne pense pas ? Ma main écrit des choses que je ne comprends pas. Des espèces de mots. Ils sont tous collés les uns aux autres. Ces grosses lettres que je dois déchiffrer. 1 page, 2 pages, 3 pages. Pouf, ma main arrête d'écrire. Mon crayon tombe. Et là, je me mets à déchiffrer. Et je lis. Je dis, voilà, maintenant, c'est fait. Tu es connecté à l'autre dimension. C'était prévu, tu le savais. C'est arrivé. Évidemment, nous allons travailler ensemble. Évidemment, nous viendrons quand cela sera nécessaire, mais pas quand tu le voudras. Inutile de nous appeler à tout bout de champ. Évidemment, il est question que tu ne fasses pas payer, tu ne feras pas commerce de tout ce qui te sera dit, de tout ce que tu transmettras dans les messages, avec l'au-delà. Tu ne manipuleras pas les esprits, tu restes là où tu es, tu continues ta vie, tu as juste maintenant cette fonction supplémentaire, comme c'était prévu. Et comme c'était prévu, je dis, mais qui a prévu quoi ? Moi, j'ai jamais rien prévu de la sorte. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, je mets mon papier dans le tiroir, je retourne au lit, je ne dors pas. Et au petit matin, je me lève et je me dis, qu'est-ce que je fais ? J'en parle à mon mari. Non, c'est pas possible, je peux pas dire ça. Parce que là, vraiment, il va s'inquiéter. Donc, je vais prendre un rendez-vous chez un psy tout de suite, mais tout de suite, c'est très urgent. Et je téléphone, je me souviens, sur le premier nom de la liste. Je connais pas de psy, j'ai jamais fréquenté, donc je dis, je les connais pas, je vais prendre celui-là. Je téléphone, il me faut un rendez-vous très très vite. La secrétaire me dit, écoutez, ce matin, il y a une place à 10h, venez. Et je pars chez le psy avec ma feuille. Et lorsque j'arrive, évidemment, il me regarde, mais qu'est-ce qui se passe ? Je dis, voilà, je crois que je suis schizophrène. Oui. Depuis quand ? Depuis cette nuit. Il me dit, mais attendez, c'est pas en une nuit, ça se passe pas comme ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ben voilà. Alors, il m'a dit, lève-toi, prends un papier, voilà, il a écrit ça. Et il me regarde, mais qu'est-ce que vous me racontez ? Qu'est-ce que c'est que vous me racontez là ? Je comprends pas. Montrez-moi, c'est quoi ça ? Ça, c'est ma main, elle a écrit, ils m'ont dit. Puis, d'un seul coup, je me rends compte que je parle au pluriel. Ils m'ont dit. Il me dit, vous me dites que c'est une voix et vous me dites qu'ils sont plusieurs. Je dis oui, c'est bizarre. J'entends une voix, mais je sais qu'ils sont plusieurs. Mais écoutez, on va pas s'énerver. Il me dit prenez un papier, un crayon, et puis on va voir si ça vient. Mais je dis non, mais attendez, ils disent que je peux pas appeler. En fait, il dit on va voir s'ils vont venir. Et au bout de 10 minutes,
La main repart sur le papier, écrit encore des textes, 1 feuille, 2 feuilles, et je lui dis simplement pendant que je vais le faire, si ça arrive, regardez bien si j'ai pas un problème, si c'est pas le cerveau, les yeux, auscultez-moi, regardez ce qui se passe. Donc il regarde, je vois il est attentif, il regarde la feuille, il me regarde, et puis après je dis voilà, c'est fini. Et alors un gribouillis, parce que c'est pas, je sais pas ce que c'est que ces mots, il faut les déchiffrer ensuite. Et on les déchiffre. Et ce texte parle de lui, le psychiatre que je ne connais pas. Et ça parle de ce qu'il fait, ça parle de ce qu'il a connu, ça parle de ce qu'il va connaître. À quoi il faut qu'il s'attende dans les mois qui vont venir. Il va perdre sa maman, il ne sait pas encore, il faut qu'il s'y prépare, ça sera moins difficile et tout. Il me regarde éberlué. Et là, il me dit la chose la plus étonnante. Pour un psychiatre, il me dit, comment vous faites ça? Ben, j'ai dit, si vous ne me savez pas me le dire. Il me dit, je ne sais pas vous dire ça, mais c'est pas de mon ressort, je sais. Ça n'est pas psychiatrique, c'est vrai tout ce qui est écrit. Donc vous pouvez pas l'inventer, donc je crois que c'est de la médiumnité. La médiumnité. Et alors là me vient une image épouvantable quand il me dit médiumnité. Je dis ça y est, je vais devenir Madame Irma. Je veux pas. Moi, l'image que j'ai des médiums, c'est l'image d'Épinal. L'image, voilà, chouette sur l'épaule, le bandeau sur la tête. Ouais. Et moi, je veux pas. Et je dis non, mais je suis pas médium. Médium, ça sert à quoi? Je peux pas être médium. C'est la roulotte. C'est dire des trucs. C'est dire je vois autour de vous. Je peux pas être ça, moi. Il me dit écoutez, moi, je peux rien faire pour vous. Et en fait, je reprends évidemment ma besace et me voilà partie pour savoir ce que je vais faire de cette chose-là. Parce que ok, je suis médium, d'accord, je reçois des choses, mais ça sert à quoi? À dire aux gens leur avenir m'intéresse pas tellement. Hein. Moi, j'ai autre chose à faire. J'ai un bébé qui est tout petit, j'ai un travail, j'ai autre chose à faire. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être médium? Je vais commencer à chercher. Et puis surtout, ça sert à quoi? Il faut que ça serve à quelque chose de précis. Il faut être pragmatique. Moi, j'ai pas envie d'en faire. Évidemment, je peux pas faire de l'argent avec ça, et on le sait. J'ai pas envie. J'ai un métier. Et puis, médium, c'est pas un métier. Je reviens là-dessus. C'est pas une profession. C'est une capacité. Alors là commence le grand pèlerinage qui va être de livre en livre, de personne en personne. Et puis, au fur et à mesure, je vais développer. Ça se développe puisque j'accepte. Et je me dis, le seul problème, c'est que mon mari ne va pas l'accepter. C'est un avocat, il est hyper rationnel, cartésien. Alors, si je lui dis ça à lui, il est agnostique, c'est épouvantable. Comment je vais lui dire, tu sais, je parle avec les morts, j'entends des voix. Alors là, c'est la fin des haricots. Et en fait, ils me disent dans un message, non, tout est prévu, tu peux lui en parler, tu verras. Il va juste dire, tu n'as pas l'air plus folle qu'avant. Donc, pas de problème, moi je ne demande qu'à comprendre et à ouvrir le débat. Je vais timidement essayer de lui en parler, je lui dis la chose et il me dit, écoute, tu n'as pas l'air plus folle qu'avant. Et il me dit exactement ce qu'on me dit sur le message. Et là, je commence vraiment à me dire, mais c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qui parle? Qui parle? Qui est là? Qui êtes-vous? Ils sont plusieurs. Moi, je les appelle au début les mecs de là-haut parce que j'ai l'impression que c'est des gens comme nous. Je n'ai jamais mis de divin et je n'ai jamais mis d'inaccessible. Je ressens vraiment des gens qui sont comme nous, mais qui sont de l'autre côté. Un peu supérieurs quand même, puisqu'ils sont dans une dimension où on a l'impression qu'il n'y a pas de souffrance, on n'a pas de contrariété, on n'est pas confronté à la négativité, donc c'est quand même plus cool, comme on dit. Hein. Et en fait, j'ai l'impression que je vais l'appeler la hiérarchie, parce que je ne sais pas quel nom leur donner. Ils sont plusieurs, c'est comme une espèce de staff, d'équipe, qui se relaient, il y a des relais, des gens qui changent, des gens qui viennent, des gens qui vont, qui sont là pour travailler avec nous, pour me dire ce qu'il faut dire, pour me faire faire ce qu'il faut faire. Et voilà. Et moi, je dis, mais pourquoi vous me faites faire tout ça? J'ai pas compris. Ils me disent, mais c'était dans le contrat. Quel contrat? Mais c'est comme si, ce qui est étonnant, c'est qu'il vous dit ça comme si il s'étonne eux-mêmes que vous ne vous souveniez pas. Oui, il s'étonne que je me souvienne pas, parce qu'il pense qu'à partir du moment où je vais entendre la voix et avoir le message, ça va me revenir. Bah oui. Il me dit, ça ne te revient pas. Mais non, je me souviens pas. C'était avant de venir. Ça fait partie du contrat. Alors, ils vont toujours utiliser des mots qui me parlent. Puisque je ne suis pas dans le langage ésotérique. Je ne suis pas dans le langage religieux. Je suis laïque. Je suis pas catho. Je suis pas du tout religieuse. J'ai pas d'icône. J'ai pas de Jésus. J'ai pas la Sainte Vierge. J'ai pas Bouddha. J'ai rien. Je suis laïque. J'ai pas. Donc, ils vont me parler avec un langage qui me parle. Donc, il me dit, c'est un contrat. Tu as un contrat. Tu as dit que tu revenais et qu'à ce moment-là, eh bien, tu commençais à développer, à reprendre tes possibilités, à les développer. Dès la naissance ou ça... Avant la naissance. Avant la naissance. Voilà. En fin de compte, il m'explique que lorsqu'on vient, ça me permet d'en parler, avant de naître,
on a de l'autre côté comme une espèce de deal. Excusez-moi les termes, je vais employer des termes qui sont pas du tout très laïques. Je suis très laïque et si certains sont un peu choqués, je m'en excuse, parce que c'est vrai que j'ai des termes laïques et je suis très imagée dans mon langage. Donc, ils me disent, voilà, on fait un contrat avant de venir en fonction de ce qu'on a à faire. Voilà. On nous explique que la Terre, c'est le passage le plus difficile parce qu'on est tous mélangés, que dans les autres dimensions, on n'est pas tous mélangés, donc c'est plus facile. Et on va dire, si on passe par ici, on prend plus de points. Ouais, vu que les difficultés sont plus grandes, on grandit Exactement. plus vite. Le handicap est majeur, donc on prend plus de points pour évoluer. Seulement, voilà, dans ce contrat, lorsqu'on vient, on est libre de faire ce qu'on veut. Sauf que, il y a des marqueurs dans cette vie, il y a des bornes inéluctables. Des balises obligatoires. Si on ne se souvient pas, alors on nous dit tout ça avant, voilà, donc tu vas faire ça. Je dis oui, je vais faire ça, ça et ça. À 38 ans, vous allez me réveiller, à ce moment-là, je redeviens un médium. Et puis ensuite, je parle de vous là-haut, je parle de ici. Voilà. Bon, on se met d'accord, je signe le contrat, je nais, je choisis mes parents. Et je choisis évidemment, comme disait l'autre, Maxime Le Forestier, il disait que c'était pas vrai, mais en fait, dans la chanson, on choisit ses parents, on choisit sa famille. Et on l'a choisi en fonction de sa vibration. C'est-à-dire qu'on va choisir une famille avec une généalogie qui correspond à sa vibration et une génétique qui correspond à sa vibration. On peut choisir des gens qu'on aime bien déjà pour revenir avec eux sur Terre, en groupe, mais on peut très bien choisir aussi des inconnus, ça dépend ce qu'on veut faire et comment on veut évoluer. Et en fin de compte, lorsqu'on arrive, on ne se souvient plus de tout ça. Il faut retrouver, c'est un jeu de piste. Et eux, derrière, sont derrière nous pour nous remettre sur la voie, en disant, bon, on va la laisser vivre, et puis quand arrivera le moment de la balise inéluctable, si elle ne se remet pas dedans, on va la pousser un petit peu, on va la pousser un peu plus, et un peu plus violemment, c'est ce qui se passe pour nous tous, s'ils ne comprennent pas, si elle ne comprend pas ce qu'elle a à faire. Voilà ce qui se passe. Donc, j'ai 38 ans, je viens d'avoir un enfant, la vie est très belle, sauf que moi je pense plus être médium. Je ne lis pas là-dessus, je ne m'intéresse pas au sujet, et il commence à s'inquiéter. Donc, la nuit, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vient me dire, oh, maintenant tu te lèves, tu prends un papier, tu écris. Il est temps de te reconnecter avec ce que tu étais venu faire. Parce que c'est ça, en fait. Mais alors, comment peut-on expliquer, est-ce que vous avez posé cette question, 38 ans, la balise, ça y est, elle est obligée de passer par là, oui. Mais que vous ayez entendu cette voix aussi distinctement que je peux utiliser la mienne là maintenant pour vous parler, alors que ce n'a pas été apparemment le cas précédemment? Parce que avant, il n'y avait pas de grande balise, en fait. Avant, j'ai fait ce que je voulais, mais ce qui m'explique, c'est que j'ai fait assez bien le parcours. Il n'y avait pas de moment déterminant. Le moment déterminant, c'était 1995, parce qu'on était à 5 ans de l'an 2000, où on commençait vraiment à se mettre dans un autre état de conscience. Maintenant, on est en 2012, c'est pire. Là, on est vraiment dans ce qu'il faut faire, dans ce qu'on doit faire. Mais en fait, avant, on m'a dit que c'était beaucoup plus... Je me débrouillais pas mal. Il n'y avait pas de balise inéluctable. Celle-là, on a attendu que mon fils naisse. Et 2 mois après, c'était maintenant, voilà, t'as tout ce que tu veux, t'es contente, alors maintenant on va bosser. Maintenant, au boulot. T'es venu pour ça, t'es pas venu pour parader dans ta petite vie, petite bourgeoise de province. On arrête ça, maintenant on bosse. C'était ça un peu. Hein. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la hiérarchie, comme vous les appelez, ont été dans une vie antérieure des humains? Alors pas tous. Il y a ceux, effectivement, il y en a à qui je parle. Quand je dis, par exemple, quand on vient me parler en me disant demain tu dois être là, il faut que là tu ailles là, et je dis, je suis fatiguée. Et je sens que certains esprits forment un grand point d'interrogation. Fatiguée, c'est quoi? Je suis crevée, je suis fatiguée, laissez-moi, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Dormir? Fatiguée? Bon. Et je dis, bon, alors, je comprends que ce n'est pas qu'ils sont impitoyables, c'est simplement qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, la fatigue physique. Il n'y a pas le physique. Donc certains esprits qui me parlent n'ont pas le sens du physique, de la fatigue physique. Fatigués ne savent pas ce que ça veut dire. Donc jamais incarné. Jamais incarné. Certains ne sont jamais incarnés. Alors là, ce qui s'est passé à une certaine époque, comme j'en avais marre de parler à des gens qui n'étaient toujours très loin de moi et qui n'étaient jamais fatigués, donc je disais, je veux parler à quelqu'un qui me comprenne, vraiment qui soit venu sur Terre. Et là est arrivé, on est en 96, une entité qui s'appelle Jean de Grasse. Et lui dit avoir été prieur et qu'il est déjà passé. Et il dit, oui, moi je sais ce que tu veux dire. Je te comprends. Et ne serait-ce qu'être comprise par lui, ça m'a aidé à continuer. Il me dit, je te comprends, mais tu peux le faire. Tu récupéreras, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai été fatiguée autrefois, j'ai vécu sur Terre. Voilà. Et donc, pendant quelque temps, j'ai travaillé beaucoup avec lui parce que j'étais fatiguée, en fait. Et j'avais besoin de sa compassion. Compréhension. Voilà. Parce que les autres,
ont beaucoup d'amour, mais pas de compassion dans le sens où on ne s'apitoie pas. On doit faire, donc il n'y a pas d'apitoiement. Tu vas faire. Et si je dis oui, mais j'ai pas envie, souvent j'ai pas envie aussi. J'ai pas envie, mais si, il faut le faire. Voilà. Il n'y a pas de je te comprends, mais oui ma belle. Non, c'est plutôt je te botte le derrière pour que tu avances parce que tu es là pour ça. Hein. Ça c'est. D'un autre côté, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que dans les premiers messages, avant même que vous puissiez en parler à votre mari, justement, la hiérarchie vous dit exactement les propos qu'a tenus votre mari. Oui. Laisse la question du libre arbitre. Comment ont-ils su, non pas des événements là, des paroles, exactement celles que votre mari a dit. La question du libre arbitre se pose. Ben oui, en fait, compte la question du libre arbitre, c'est-à-dire qu'ils me disent qu'ils ont prévu que ma vie a été choisie en fonction de ce compagnon-là, de ce mari-là, pour pouvoir accéder justement à cette capacité sans qu'il y ait de fracture. Donc, j'ai l'impression que de toute façon, j'ai l'impression que tout ce que je vis et tout ce que j'ai vécu a déjà été vécu. C'est là qu'intervient la notion de temps. Ce temps qui n'existe pas. Le passé, le présent, le futur, tout est mélangé. Et j'ai la sensation, quelquefois, quand ils me parlent, ils me disent des choses qui vont se passer, quelquefois des choses qui se sont passées, comme s'il y avait une confusion de temps. Ils savent le scénario, et quelquefois je dis, mais comment vous savez ça? Parce que tu l'as écrit, me disent-ils. Parce que tu l'as dit, tu l'as écrit. C'est prévu. C'est prévu. Donc, à la limite, la phrase de mon mari était prévu. Donc je pouvais continuer. Ce qui veut dire aussi que le mot qui tue et le mot qui fait vivre, c'est prévu. Même dans notre libre arbitre. Eux, ils prennent en compte le libre arbitre. C'est-à-dire que nous avons le choix toujours entre un chemin petit a, un chemin petit b. Eux, ils prennent en considération les deux chemins. Nous, on a la liberté, mais eux, ils ont déjà pris en considération les deux possibilités. Ça ramène au film, je ne sais pas si vous l'avez vu avec Matt Damon d'ailleurs, en dehors du fait qu'il ait joué dans L'Au-delà, le film de Clint Eastwood, il a eu l'occasion de jouer dans le film L'Agence. Vous l'avez vu ce film-là? Ah oui, il me semble que je l'ai vu, oui. Il me semble que je l'ai vu. Qui met en avant justement la notion du libre arbitre, où il est président, il veut faire sa campagne présidentielle. Exact. Et de voir que ces anges à chapeau ont devant eux une espèce d'écran d'ordinateur, un iPad, et ils voient les différents choix potentiels. Exactement. Et ils savent à l'avance ce qui se passe après l'autre choix. C'est exactement de l'autre côté. Vous savez, je compare souvent ce qui se passe de l'autre côté avec un immense ordinateur. J'ai toujours eu cette sensation, et j'en parle dans mon livre, de cet ordinateur que nous sommes, qui fonctionne de l'autre côté, des logiciels que l'on fait fonctionner, de cette grande cybernétique qui est en fonctionnement. Voilà. Et j'ai l'impression que tout est toujours pris en compte, tout est toujours... de toute façon, quoi que je fasse, on prend en compte le fait des choix que nous faisons. Voilà. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. La vie et l'au-delà est d'une logique implacable. Tout est pris en compte, même dans notre plus grande liberté. Tout est pris en compte, c'est vrai. Mais alors, ça mène en même temps une réflexion suite à cet état de fait, enfin que je considère comme tel, moi personnellement, au même titre que vous, à savoir, mais alors si tout est prévu, on peut avoir, même si cette notion de libre arbitre est prise en considération, le sentiment d'être un peu comme un fétu de paille, bercé par le vent et allant de ci de là, mais de toute façon c'est prévu, quoi qu'on fasse, qu'on se révolte, qu'on acquiesce, qu'on dise oui, qu'on dise non, je suis le jeu du destin peut-être, et de prendre cette réflexion-là nous amène à nous sentir petits. Je suis le jeu que j'ai choisi. Je suis le jeu que j'ai choisi. Mais ça aussi, puisque passé, présent et futur se confondant, finalement, à quel moment vous avez choisi? Est-ce que le choix s'est fait? Je ne sais pas. Ah oui. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas. Mais en fait, on dit on se sent petit. On est immense. Puisqu'on peut développer et on peut mettre en marche tous les logiciels. Écoutez, nous fonctionnons avec 2 logiciels, on va dire. Hein. On en a 10 000. On fonctionne qu'avec 2 logiciels. C'est quand même dingue. Et donc, on nous dit, fais en sorte de développer, tu fais ce que tu veux. Mais quoi que tu fasses, c'est toujours considéré, c'est toujours appréhendé. Pourquoi? Alors, nous, on se dit, oui, mais alors, j'ai pas de choix. Si, je l'ai écrit, donc je l'ai choisi. Je peux toujours remanier le scénario. Je peux aussi dire, mais de toute façon, ce qui va se passer ne vient pas dans le néant. C'est bien considéré aussi de l'autre côté, quel que soit mon choix. Et puis, on se sent petit. Et si c'était une façon d'éprouver l'humilité, en fin de compte? Et si on n'était pas là pour être humble? Parce qu'attendez, depuis à chaque fois qu'on arrive sur Terre, on se sent
les dieux du monde. Et si on nous disait au fond, tu choisis bien sûr, tu peux faire fonctionner, il ne tient qu'à toi d'activer les choses, de ne pas les activer, mais en fait, sache que tout est prévu parce que tu n'es pas le dieu du monde. Tu es une possibilité d'activer le monde. Tu n'en es pas détenteur du pouvoir d'en faire ce que tu veux. Tu n'es qu'une possibilité. Nous ne sommes que des possibilités incarnées. Moi, je me sens, j'avais un gros ego avant qu'il m'arrive ce truc là. Quand je dis ce truc, c'est cette aventure merveilleuse. Je suis un peu trivial. J'avais un énorme ego. Voilà, j'avais l'impression que je travaillais à la radio, je rencontrais des stars, mais j'avais un chou comme ça. Ça m'a remis les pendules à l'heure. Ça m'a remis face à mon destin. Ça m'a montré ce que j'étais vraiment et jusqu'où je pouvais aller et surtout quelles étaient mes limites dans l'infini. C'est-à-dire que nous sommes infinis, mais nous avons des limites que nous nous posons dans l'infini. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas tout faire. Moi, j'aurais voulu au début parler à tout le monde, pouvoir être le porte-voix de l'au-delà à tout le monde et puis guérir tout le monde. L'ego, on veut tout faire, on veut tout voir, on veut être super puissant. J'ai compris que on ne peut pas guérir tout le monde, qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on peut juste être l'instrument du destin à un moment donné avec les gens qu'on rencontre ici et maintenant et c'est tout. Et ce livre, en fin de compte, vous allez me dire, c'est de l'ego. Non, c'est pour dire à ceux qui vont le lire, vous aussi, vous êtes comme ça. Il ne tient qu'à vous de le faire. En fait, c'est ça. Nous ne sommes que des petits instruments qui sont mis bout à bout pour faire une immense chaîne et chaque instrument active l'autre. Nous sommes qu'une interactivation des uns et des autres qui permettent de faire fonctionner ce qu'on doit appeler l'amour, en fait, cette force. Voilà, c'est ça. On est là pour ça. Maintenant, on est loin du résultat, parce qu'il faut se débarrasser. Alors justement, puisqu'il y a aussi cette notion de programmation, d'avoir fait le choix, dans quelle mesure il serait intéressant de venir sur cette terre? Alors oui, on gagne des bons points parce que l'épreuve en question a été difficile, que j'ai grandi en conscience, etc. Sauf que, pourrait-on dire, l'humanité à l'heure actuelle est dans une situation qui pourrait être considérée comme catastrophique. On parle de la fin du monde, économique, politique, sociétale. Et puis d'un autre côté, on dit oui, mais alors c'est quand même dur de se dire j'ai programmé de naître en tant qu'handicapé, de naître africain à l'autre bout du monde et de mourir de faim et de soif. Que répondez-vous? Ah oui, la réponse est toute trouée, oui. On choisit de l'autre côté sa naissance. Il y a des gens alors écoutez, de l'autre côté, le corps n'existe pas. Donc, quand on est de l'autre côté, nous, avant de venir ici, on n'a pas de corps. On n'est pas incarné. Donc, on sait pas ce que c'est que le corps, on ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Quand on choisit notre programme, en fait, on souffre pas. Alors, on dit, je vais naître comme ça. Ça correspond bien à ma vibration, à ce que je dois faire. Mais si on me retire les deux jambes, si on te retire les jambes, c'est encore plus intéressant. Mais quand on programme ça de l'autre côté, ça n'a pas de sens. En fait, on ressent pas la chose, on ne l'incarne pas encore. Quand on est, ça prend toute sa force et toute sa valeur puisqu'on l'incarne. Et donc arrive la souffrance avec la matière. Parce qu'en fait, quel est le handicap de cette terre? C'est d'expérimenter, si on peut appeler ça un handicap. C'est la matière. La matière, c'est le vrai handicap. On peut en parler quand on en parle de l'autre côté, quand ils en parlent de l'autre côté, même les guides aujourd'hui. Oui, fais ci, fais ça, ils n'ont pas conscience de la matière. Quand on arrive ici, on dit mais dis donc, je suis dans un drôle de truc là, J'ai une sacrée carapace à porter maintenant, puis c'est pas fini. Et puis ça fait mal, et puis ça fait pleurer, et puis c'est plein d'émotions, et puis quand j'expérimente quelque chose qui va pas, je suis paralysée, je suis bloquée, je suis désespérée, j'ai envie de mourir, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça s'appelle la matière. Précisément, on est là pour passer au-dessus, pour la maîtriser. Précisément, c'est la seule chose qu'on n'arrive pas à maîtriser. Parce que, au lieu d'en faire un moyen, on en fait une fin. Et c'est juste le piège dans lequel il ne faut pas tomber. La matière, c'est un moyen d'accéder. Ce n'est pas une fin. On nous dit sans arrêt l'image, se présenter, la matière, la richesse. On ne fait que ça. Eux, ils nous disent non, tu l'utilises pour accéder à ton évolution. Mais tu ne t'arrêtes pas là puisqu'elle peut se détruire. Regarde, la maison, elle brûle. Regarde le corps, il se décompose. C'est à l'heure. Malgré ça, à chaque fois que quelqu'un meurt, on fait « Oh mon Dieu, il est mort, c'est terrible. Oh mon Dieu, il n'est plus. » Mais attendez, on est là pour ça. On est pour mourir. Ça fait partie du truc. On sait très bien qu'aucun humain ne vit depuis 600 000 ans. Ça se saurait s'il y avait encore des gens rescapés de la mort depuis 100 000 ans. Non, on est pour mourir. On le sait. On sait que la matière, ça se détruit. On sait que si cette table, j'ai envie de la casser, ce que je ne vais pas faire, je peux la casser. Elle peut partir.
En fin de compte, on est dans ce leurre. Une fois qu'on a compris que ce n'était qu'un leurre et qu'on va au-delà, on est sauvé. Mais c'est le véritable diable. Je l'appelle le diable, la matière. C'est celle qui nous trompe. C'est celle qui nous met dedans. Et en fait, quand on dit il est né handicapé, quelle horreur. Non, les handicapés, je vous assure qu'ils sont vachement plus évolués que nous. Parce qu'ils ont pris un handicap plus grand, c'est le cas de le dire. Mais aussi, ça permet à leur âme, je ne parle pas de l'esprit, à leur âme de s'élever beaucoup plus facilement. Le petit Africain qui meurt de faim, évidemment, c'est une image atroce pour nous ici à regarder, c'est insupportable. Et on ne peut pas regarder ça. De l'autre côté, eux disent, bravo, quelle évolution. Et quand je vais en Afrique, il m'est arrivé d'aller en Afrique chez les lépreux et de voir des gens qui disent bonjour et avoir un grand sourire en disant je vais bien, merci. Parce que à l'intérieur, il y a une liberté. Ils se sont libérés de tout ça. Alors je me dis voilà, on est dans la matière. Et à chaque fois, on le sait, et à chaque fois, on retombe dedans en disant « Oh mon Dieu, mais quelle horreur ! Oh mon Dieu, je me suis fait mal, mais c'est terrible !» Voilà. « Oh mon Dieu, j'ai des rides. Oh mais c'est horrible !» Comme si on n'allait pas avoir plus que des rides dans quelques années. Je veux dire, c'est terrible. Donc, on est toujours aux prises avec cette matière. On n'arrive pas à la maîtriser, et c'est ce qu'on nous demande. Le corps, c'est un moyen, c'est un véhicule, mais ce n'est pas la fin, ce n'est pas ce à quoi nous devons accéder. C'est un moyen d'accéder. Si on arrive à accéder avec ça, mais on est fort, quoi. On n'a pas besoin de revenir plusieurs fois. On a le nombre de points suffisant. Mais c'est un drôle de travail. Et à chaque fois, on se confronte à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et est-ce que vous avez eu, depuis 1995, eu envie de temps en temps de laisser tomber les grosses valises et de vous reposer, de vous asseoir souvent, hein. Oui. Oh là là, vous pouvez pas savoir. Et qu'est-ce qui se passe avec la hiérarchie? Puis alors, je suis paresseuse avec eux. Quelquefois, on me dit il faut. Je sens que ça arrive et qu'on va me laisser un message, qu'on va me dire de faire quelque chose. Et j'ai dit non, j'ai pas envie. Oh là là, j'ai pas envie. Non, vite. Mon chocolat, mon DVD, je regarde mon truc. Je veux pas en entendre parler. Je n'ai pas envie. Quelquefois, je n'ai pas envie. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je dis, moi, je suis fatiguée, j'en ai marre de me faire passer pour eux. Parce qu'à l'époque, je me passe pour une folle. À chaque fois, je colle des ambiances pas possibles dans les dîners parce que je vois des défunts qui s'installent en me disant, dis-lui, alors on est en pleine fête. Il faut que je dise à quelqu'un que son grand-père est là et que, vous vous rendez compte, l'ambiance, je mets des ambiances pas possibles. Moi, j'en ai marre de passer pour une folle. Moi, je pourris l'ambiance à chaque fois. Je dis, j'en ai marre d'être là. Non, j'arrête. Et quand j'essaie d'arrêter, ça va plus du tout. C'est-à-dire qu'au début, je dis, ouais, j'ai gagné, je suis plus forte. Et au bout d'un moment, eh bien, je commence à développer des symptômes, comme si tout s'arrêtait en moi, comme si ça ne fonctionnait plus. Je fatigue, je déprime et je tombe malade. Quand je me remets à fonctionner, ça repart. Et l'énergie est au top tout le temps. En fait, j'ai pas le choix. Avec nous, Patricia Daré, médium et journaliste, un souffle vers l'éternité. Je voudrais partager mes messages de l'au-delà aux éditions Michel Lafon. Je vous rappelle que nous sommes au 84 rue du Cherche-Midi, la librairie de l'Inconnu, dans le 6e arrondissement à Paris. Alors Patricia, au vu de ce que vous venez de dire, en même temps, ça soulève énormément de questions. C'est un sujet dont on pourrait parler des heures. Depuis 95, et vu que vous êtes dans un milieu journalistique, et sans pour autant en faire la promotion ou se mettre en avant, en parler quand ça se présente, quand c'est l'occasion, est-ce que de votre regard, les médias prennent plus en considération ce phénomène-là? Est-ce que vous avez le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être, on est plus enclin, je parle des masses médias, plus enclin à promouvoir ce genre d'événement? Écoutez, moi je suis déjà surprise que mon livre ait eu la promotion qu'il a eue. Je trouve que c'est déjà un net changement, mais on n'est pas encore au top avec ça, hein. C'est-à-dire que, bon, il est de bon ton dans les médias de se moquer, parce que celui qui ne se moque pas n'est pas à la mode. En revanche, je dois dire que dans les émissions des médias télévisuels ou radiophoniques sur les périphériques, quand on m'a invité et qu'on m'a dit « Oui, alors, Patricia Daré, parler avec Napoléon, bien sûr, bientôt on m'a presque mis l'entonnoir sur la tête. » Mais en fait, après l'émission, on est mort en disant « Moi aussi, vous savez, hein, je vous ai pas dit là, hein, mais je peux pas vous le dire, mais moi aussi. » En fin de compte, tout le monde communiquer, aller voir les médiums, etc. Sauf qu'ils ne le disent pas devant le micro. Et ils en rient en plus. Et ils en rient et ils se moquent. Je trouve ça d'une hypocrisie totale. Mais je trouve quand même que les choses sont en train de changer.
Je trouve que les choses sont en train de changer et qu'on laisse de plus en plus rentrer. Alors c'est encore anarchique et c'est mal fait, hein. C'est maltraité, il y a une ignorance totale sur le sujet, c'est-à-dire qu'on cherche pas à savoir, à s'intéresser vraiment. Je me rends compte que la mort en fait reste tellement tabou qu'on cherche pas à envisager une après-vie. Généralement, on reste là, ça s'arrête au cercueil pour la plupart des gens. Mais en fait, je crois qu'il commence à y avoir un frémissement dans la conscience même des médias qui ne se rendent pas toujours compte, et l'intérêt commence quand même à être suscité de façon plus vive et plus... je me rends compte qu'il y en a qui prennent des risques en m'invitant, et je trouve ça vachement bien quand même. Je me dis, c'est un début de changement. On sent une ère de changement. De toute façon, on est dans le changement. Hein, vous savez que j'ai eu l'occasion d'écouter Nicolas Sarkozy il y a peut-être 2 semaines de ça, où il posait des questions à une caméra, micro qui était là. Les Français devraient mieux se poser les bonnes questions, notamment sur la mort. Est-ce que vous avez écouté ces propos? Non, j'ai pas entendu. J'ai trouvé ça interpellant en campagne présidentielle d'avoir ce genre de propos. Oui. Mais bon, il parlait peut-être de son candidat opposé, quoi. Hein. Je ne sais pas, mais me vient cette question sous-jacente, à savoir le programme. Alors pas le programme présidentiel, hein, non, on est pas. bien d'accord. Le programme que ce dernier, par exemple, où tout homme de pouvoir, de politique, quel qu'il soit, de venir sur cette terre en disant, ok, donc là, j'ai choisi tel programme, telle balise, ok, et de voir que au fil du temps qui passe, on arrive à l'heure actuelle avec un homme, Nicolas Sarkozy, François Hollande, notamment pour parler que d'eux, qui se retrouve dans une position où ils ont, je dirais, un potentiel de pouvoir changer les choses de par leur place, qui est grand. Mais si tout est prévu, comment pourrait-on expliquer que ces hommes, avec la conscience qu'ils ont, qui est très matérialiste de prime abord, pourrait-on penser, pourraient réellement apporter ce qui est essentiel, alors que l'essentiel, on en parle depuis la nuit des temps, hein, de grands maîtres sont venus sur cette terre. Donc, comment peut-être pourrait-on expliquer qu'ils loupent la marche, ils sont pas finalement peut-être sur la voie, à moins qu'ils aient choisi de venir spécifiquement pour, alors j'allais dire, nous mettre en difficulté, de façon à susciter chez nous tous un réveil. Moi je pense qu'il y a un système matérialiste, la matière encore une fois, ils sont prisonniers de la matière, système de matériel et matérialiste qui est beaucoup plus fort que les petits hommes qu'on voit arriver sur la scène politique. Ce système a été instauré depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'on a oublié que l'homme, moi je me réfère toujours à Néandertal, je suis très proche de Néandertal en fait. Vous faites beaucoup plus jeune. Hein. Parce que je trouve que lui, bon, il n'était pas dans un système. Lui, il communiquait avec ses défunts, il était chaman, il guérissait, il utilisait ses fonctions sans se poser la question. Puis ils sont arrivés, les peuples, les gens qui ont dit, on est quand même plus nombreux, il faut mettre des systèmes pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et le système a induit le pouvoir. Le pouvoir, c'est moi qui ai les cordons de la bourse. On va créer l'argent. Moi, je tiendrai les finances. Moi, je tiendrai l'eau, etc. Et là, on a commencé à créer les pouvoirs où l'ego a commencé à pouvoir fonctionner. Avec le pouvoir, l'ego a fonctionné. À partir du moment où on a un système matériel, le pouvoir et l'ego, on est mal barré. Parce que de ça, comment on s'en sort de ça? On est dans une fascination. Le pouvoir fascine, l'ego est un grand manipulateur, et nous l'avons tous en nous-mêmes. L'ego est un grand manipulateur. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et puis, l'argent, ce truc immonde. Alors quand on me dit c'est une énergie comme une autre, et je le dis parce que beaucoup de médiums sont pas d'accord avec moi, en me disant oui, vous dites l'argent, mais l'argent est une énergie comme une autre. Non, hein, c'est une énergie pas comme une autre. La preuve, c'est qu'il y en a qui en ont pas du tout, il y en a qui en meurent. Il sert à financer les armes, à financer la destruction. Je crois pas que ce soit une énergie comme une autre. Non, on la met pas. Pour moi, on le met pas dans la spiritualité. Ça peut pas marcher comme ça. Pas de cette manière-là, en tout cas. Et en fait, ce système créé depuis des centaines d'années, des milliers d'années, est devenu une espèce de pieuvre tentaculaire qui nous tient tous. Comment on s'en sort? Parce qu'un homme va venir en disant, moi je suis plus d'accord, hein, même quel que soit le candidat aujourd'hui, qui disent, écoutez, on va essayer de réformer, on va faire ça comme ça. Il peut pas sortir du système. Le système l'a mangé. Heureusement, il se passe une chose, c'est qu'en 2012, là, maintenant, le système est en train de s'autodétruire. Il devient fou. Donc, il est en train de s'autodétruire et il lui-même est en train de se manger tout seul. Il a même plus besoin qu'on intervienne, il est en train de se manger. Il ne fonctionne plus. Il a beau utiliser des pions qu'il met ça et là, des applicateurs, des petits chefs.
ils se détruisent eux-mêmes puisque ça ne marche plus. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune crédibilité, je trouve. Il faudrait vraiment un grand révolutionnaire pour dire non, on arrête tout ce type de système parce qu'on est en train de marcher sur la tête. Et je pense qu'il faut attendre encore un peu parce que tout est en train de s'effondrer. Le système matérialiste est en train de s'effondrer. On est arrivé au bout du bout. Et ça, c'est une bonne chose parce que enfin après, dans quelques temps, quand tout va être, alors on va subir, ça va pas être simple pour nous, mais peut-être que dans cette souffrance, on va être capable, justement, ça va être le moment d'utiliser nos ressources, celles qu'on n'utilise pas, parce que si on parle en ce moment du système qui s'écroule, on dit mon Dieu, j'ai plus d'argent, comment je paye mon loyer, comment je paye ceci, cela. Mais ça ce sont encore les réactions du pouvoir, de l'ego et du système. Mais si on se dit, mais je suis capable de quoi, moi? Après tout, qu'est-ce que je sais faire, que j'ai jamais fait? Mais je sais faire ça, je peux faire ça, et beaucoup le font maintenant. C'est l'ère du changement. On change radicalement et on commence à exercer ses propres talents. Et de plus en plus de gens le font et se mettent à faire des choses qu'ils n'avaient jamais faites et se mettent à pratiquer un nouveau style de vie personnel en faisant des choix même difficiles, mais qu'ils réussissent à faire. Et ça, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire un pied de nez à ce système qui est en train de s'écrouler et aussi à tous ces candidats qui de toute façon ne pourront pas changer les choses. Ils ne peuvent pas. Ils sont prisonniers de la bête et la bête ne les lâche pas. Donc même s'ils réforment, allez, s'ils mettent des impôts là-dessus ou là-dessus, on sera toujours dans la même pratique puisque la pieuvre est encore là avec ses tentacules et tant qu'elle n'est pas morte, tant que tout ne s'est pas effondré, on est là-dedans. Vient cette seconde question. À savoir, tout à l'heure, vous nous avez présenté le fait que médium, nous le sommes tous. Qu'est-ce qui pourrait susciter le fait que vous avez clairaudience, clairvoyance? Qu'est-ce qui nous manquerait apparemment? Faut-il un état de conscience spécifique? Faut-il avoir des éléments particuliers, un état d'être particulier pour peut-être, pour tout à chacun, avoir la possibilité d'ouvrir ces portes-là? Il faut juste avoir confiance en soi. C'est tout bête. Pour ouvrir les portes, d'abord, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. La plupart des gens qui ont ce don, vous voyez, j'ai encore employé ce mot que je déteste, le don, comme si on était doté à la naissance, et alors toi, tu auras un don, toi, tu n'auras rien, toi, tu ne seras pas servi, voilà, non. C'est une possibilité. On comprend. Voilà, vous avez compris. Même si c'est pas beau, voilà, j'aime pas. Voilà. La plupart de ceux qui sentent que cette possibilité se développer, première chose, et je les vois parce que je leur parle. Ah, je sais faire ça. J'ai pensé à m'installer. Vous installez. Pourquoi faire? Pour faire de l'argent, mais c'est pas un métier. C'est pas un métier. Ça n'a jamais été un métier. Oui, alors, il y a un gros problème, c'est l'ego qui vient tout de suite derrière. Mais tout de suite, l'ego est là. Mais chez tout le monde. J'ai entendu, je vois l'ego. Vous avez vu, je vois. Ah oui, c'est bien. Moi aussi, lui aussi, elle aussi. Tout le monde voit. Et en fait, c'est vraiment croire que... Moi, je pense qu'il est temps d'avoir confiance en soi et de penser, de croire que c'est naturel. Et pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Faut arrêter de croire qu'être médium, c'est extraordinaire. On n'est pas extraordinaire du tout, c'est normal. Il est temps maintenant de reconnaître que tout ce qu'on capte et tout ce qu'on ressent, tout ce qui nous arrive, tous les signes qui sont donnés, toutes les choses les plus extraordinaires que vous pouvez vivre dans votre vie quotidienne avec l'au-delà, c'est normal. C'est normal. C'est ne pas y croire qui n'est pas normal. C'est ne pas avoir confiance en soi. C'est ne pas croire qu'on peut être capable de le faire qui n'est pas normal. Nous sommes des êtres formidables. On est des êtres capables de tout. Mais normalement, pourquoi on est tous sur Terre? Mais on est tous sur Terre pour s'entraider. Qui médium? Qui va soigner? Qui va savoir faire ça? On devrait pouvoir échanger sans faire rentrer l'argent. Mais écoutez, je vais vous dire un truc, c'est terrible à vous. Excusez-moi, je suis un peu débridée, ça faut vous habituer à ça, parce que ça part un peu dans tous les sens. Vous imaginez quelqu'un qui va voir une médium, qui s'est installée, et qui veut parler avec son père ou son enfant. Et la médium dit oui, je vais aller chercher votre papa. Déjà, on va pas chercher les gens, ils se présentent. Alors déjà, pour être médium, il faut être sûr que tout le monde va se présenter toute la journée, parce que c'est pas le cas. On se présente pas tous les jours. Il faut être sûr que pour le rendez-vous, la personne va être là. Et en plus dire, voilà, votre père vous dit ça et ça et ça, c'est 50 €. Mais vous croyez que les gens de l'autre côté, ils sont contents de voir leurs enfants, leurs parents, devoir payer pour avoir un message de leur part? Mais c'est absolument illogique. C'est une chose qui est naturelle, la médiumnité. C'est une chose normale. On devrait se le dire entre collègues. Ceux qui l'ont devraient dire, je sens ton enfant. Voilà, il arrive. Je sens qu'il est comme ça. Mais on échange. C'est comme c'est un procédé d'échange, de partage. De partage, c'est un partage. Ce n'est pas un métier, c'est un partage. Il faut que maintenant,
Et je sais que je suis combattue beaucoup parce que les médiums me détestent en ce moment avec ça. J'entends tout à fait vos propos, mais d'un autre côté, et quand on parle de, alors non pas d'un don, mais par exemple dans ce même genre de vibration, de grands artistes qui font usage de leur art, qui le vendent pour retoucher derrière des dividendes. Alors, en admettant qu'un artiste qui soit très connu gagne beaucoup d'argent, ce dernier, pourrait-on dire, bah, attends, c'est pas du jeu, t'as entre guillemets un don, tu fais commerce de ça, alors que tu devrais juste, voilà, pour le partage, pour l'art. Dans quelle mesure est-ce que vivre de ça au quotidien? L'artiste, il va pas vous donner des nouvelles de votre père ou de votre mère dans l'au-delà. Il chante une chanson et des fois, dont vous êtes bien gentil, hein, parce que je trouve qu'il y en a qui méritent pas ce nom-là. Non mais je mets cela de côté. Non mais de côté. Les artistes sont des gens inspirés, mais bon, ils vendent. C'est pas pareil. Un artiste travaille, il y a un travail, il y a une répétition, il y a un travail de la voix. Mais un chanteur, il va travailler sa voix, il va prendre des cours. Il y a un apprentissage. Il y a un vrai apprentissage. Toute la journée, il est en travail, en répétition. Un peintre, combien de toiles combien de cours il va prendre avant de peindre? Combien d'écoles il va fréquenter, d'académies? Je sais pas dans quelle mesure Mozart a eu un travail à faire aussi. Mais bien sûr qu'il a bossé, Mozart, avec son père. Oui, ça, il avait un talent, bien sûr, mais il a vachement bossé, Mozart. Mais non, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais par contre, moi, comment vous pouvez comparer le fait que moi je vais avoir, par exemple, je sais pas, un petit enfant qui va venir parler à sa maman, je vais dire voilà, c'est 50 €, comment je peux dire ça? Et un artiste qui a bossé toute sa journée pour enregistrer son disque, pour écrire ses paroles et tout, il va pas se faire payer? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si je me fais l'avocat du diable, la médium peut dire, je vous ai transmis un message, je mets le timbre sur l'enveloppe, donc je me fais payer. Je fais payer le timbre. Mais on ne met pas de timbre sur l'enveloppe, souvent. Non mais, c'est une image. Oui, enfin, en tout cas, c'est un débat qui est intéressant, mais qui pas essentiel par rapport au livre. Enfin, en tous les cas, c'est un de vos combats. Moi, c'est mon combat parce que je trouve que, vous voyez, par exemple, quand je vais vous dire un truc, quand je donne des messages aux gens comme ça, quand ça m'arrive, c'est pas tout le temps, parce que je suis pas une bonne médium en plus. Les gens pensent que je suis une super médium, je suis pas une bonne médium. Il y a des gens parmi vous qui sont vachement mieux que moi, et puis d'excellentes médiums. Mais moi, je suis celle qui dit, ça se fait pas payer. Voilà, c'est la grande différence. Mais quand je donne un message à quelqu'un, que la personne, je vous assure que c'est vrai, me prend dans ses bras, pleure, me prend la main, m'embrasse, mais moi, je suis rechargée. Vous pouvez pas savoir comme le prix, mais il n'y a pas de prix, quoi. C'est énorme ce qu'on échange. C'est énorme ce qu'on échange. Il n'y a pas de prix. C'est une plus belle énergie. Si on faisait tout ça, mais je vous assure qu'on serait vachement heureux. On serait souriant, on serait joyeux, on pleurerait plus. Et là, on doit aller voir quelqu'un qui dit, voilà, j'ai machin, un truc qui vous parle, voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc d'aller devoir faire la queue comme faire la file d'attente comme chez le médecin pour pouvoir entendre sa grand-mère ou sa mère? Non, non, non. On se rend compte. Moi, c'est dans mon travail. Moi, quand je vois ma petite Lily qui est une technicienne, qui avait perdu son papa, etc., ou son fils, que je lui dis, Lily, il va bien. Il m'a dit ça et ça et ça aujourd'hui sur toi, et des choses pratiques, parce que aussi il faut que le message il soit pratique, hein, parce que si c'est pour dire coucou, c'est pas suffisant, il faut quand même qu'il y ait un message à la clé, hein. Et qu'elle me dit ouais, c'est super, ça m'aide à vivre, là je repars aujourd'hui. Vous croyez pas que c'est, moi je reçois un truc qui est formidable, et la vie devrait être comme ça, et on travaille joyeusement et on rit, on pense plus à pleurer. Devrait être comme ça, je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Si je le fais, pourquoi il le ferait pas? Mais voilà. Patricia, une bonne nouvelle, vous présentez en 2017 parce que là, vous allez pouvoir changer la société, non? Non, hein, je n'en voudrais. Mais on vote pour elle, non? Voilà, non, mais en fait, vous voyez, ça peut paraître un discours politique ou complètement utopiste, mais vive l'utopie après tout. Vive l'utopie après tout. Si c'est que du partage, moi je veux bien. Parce que si je le dis, c'est pas un truc théorique. Je suis pas en train de vous présenter un programme théorique que je n'ai pas appliqué. Je vous parle d'une chose que j'applique tous les jours. C'est ce que je vous dis dans mon livre et ce que je vous dis là, je le fais tous les jours, dans ma vie quotidienne. Je dis pas que je rencontre des milliers de gens, je peux pas, parce que je suis dans mon Berry, etc. Mais si ceux qui ont cette possibilité étaient dans des lieux où ils disent la même chose, si tout le monde faisait ça, mais qu'est-ce qu'on serait heureux, mais on craindrait plus la mort, mais on serait toujours en communication avec ceux qui sont partis. On peut le faire, c'est simple à faire, c'est hyper simple à faire, c'est juste oser. Alors justement, puisque vous parliez d'avoir confiance en soi pour pouvoir entendre ou voir, pour cela, il faut développer l'ego. Pas forcément. L'amour de soi. Ouais, l'amour de soi, c'est pas l'ego, hein. Alors pour ma part, je mets ça sur la construction, la construction de l'ego et le fait de s'aimer. L'ego, c'est aussi ce qui permet d'utiliser le mental, de se structurer. Moi, je l'appelle autrement parce que l'ego, c'est tellement galvaudé, c'est comme le mot amour, c'est tellement galvaudé, on sait plus à quoi ça correspond. Il y a des gens qui vous disent oh j'aime, et puis quand vous les mettez à l'épreuve, il y a plus personne. Et puis en fin de compte, l'ego, non, pour moi, l'ego c'est un peu négatif. L'amour de soi, c'est autre chose. C'est pas l'ego. L'amour, ça passe par l'ego. Ça passe peut-être pas. Non, c'est juste se regarder, de dire bon. Après tout, je peux pas aider les autres si je m'aime pas.
M'aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oh mon Dieu, comme je suis belle, mon Dieu, je suis magnifique. C'est pas ça. C'est se dire, je suis aussi digne d'être sur cette terre maintenant. Je suis digne d'être là parce que je suis digne de vivre comme tout le monde, parce que j'estime faire partie de la chaîne, et que comme vous tous qui êtes là, tous ceux qui sont autour, le monde serait quand même moins bien sans vous, quoi. Si vous êtes là, c'est qu'on a vachement besoin de vous. C'est ça l'ego, se dire. Alors, vous appelez ça l'ego, Laurent, mais en fait... Oui, je vais vous dire pourquoi, parce que comment peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? On peut pas aimer les autres si on s'aime pas. Alors, le fait que le terme de l'amour soit peut-être galvaudé, pour moi, je reste sur ce thème d'amour qui m'est cher, en tout cas personnellement. Hein. C'est vraiment une force, vous le mentionniez comme étant telle, une énergie qui meut l'univers dans son entier. Donc, on va dire une énergie, un flux. On se laisse porter par ce flux, c'est une chose, mais le fait d'être incarné, on a besoin de cet ego, de savoir cette identité c'est un jeu. Donc, si on doit gagner des points et s'identifier à ma petite personne, mais de voir au-delà de cette personne, comme vous le mentionniez à un moment donné, de dire, ok, j'ai conscience que je suis là pour m'amuser, j'ai conscience que je suis juste là pour me découvrir, de voir dans quelle mesure je peux mettre en avant mon amour au service de l'ensemble. S'aimer, mais ça passe par s'aimer. Bien Comment sûr, peut-on s'aimer si on n'a pas, entre guillemets, ce fameux ego? Appelez-le comme vous voulez, en fait. C'est un terme, en fait. Moi, je suis bien d'accord. Votre définition, ça me convient tout à fait. Mais c'est vrai que c'est une capacité de dire, si je veux continuer à vivre sereinement, il faut que je m'aime et que je me protège pour pouvoir mieux aimer les autres et les protéger, en fait. C'est ça passe par soi d'abord, hein. Voilà, c'est tout. Ça, c'est vrai, mais ça, je suis d'accord. C'est vraiment une question de terminologie, mais ouais, voilà. C'est vrai, c'est une question de terminologie, mais en fait... J'aimerais qu'on puisse aussi aborder ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce qui est très intéressant à travers votre ouvrage, alors pour ma part, j'ai ce que je vous ai dit juste avant de prendre l'antenne, c'est que ce livre met en évidence à quel point nous sommes créateurs, j'entends de l'autre côté. Exemple, des parents viennent à un moment donné vous voir pour rentrer en communication avec leur fils. Et ils s'attendent à ce que, notamment, leur fils leur parle de Jésus, de Dieu, des anges. Et lui, mais Marie, il n'y a pas Marie, il n'y a pas Jésus. Alors... Bah oui, ça c'est le grand truc. Alors ça c'est surtout quand j'étais allée en Italie, j'avais fait quelques petites rencontres en Italie comme ça. Et c'est vrai que les Italiens sont très très catholiques et effectivement quand on fait une conférence en Italie, ça passe toujours dans des monastères ou dans des lieux religieux. Et alors ça me pose toujours un gros problème parce que je ne le suis pas. Donc les prêtres sont au premier rang, les sœurs au deuxième, et donc il faut parler de Jésus, de Marie, etc. Et moi ça me pose un gros problème. Donc effectivement, des gens me disent, voyez-vous notre fils? Et moi, j'ai le garçon qui vient, mais j'ai un ado, moi, qui arrive de l'autre côté. Il me dit, ouais, je suis là. Et il me dit, c'est ce qu'il est auprès de Jésus. Et j'entends le garçon qui fait... Excusez-moi. Pardon. Après, est-ce qu'il est auprès de Marie, alors? Non, pareil. Et le garçon me dit, oh, qu'est-ce qu'ils me cassent les pieds avec leurs histoires? Ça n'a pas changé. Ils sont toujours aussi gnangnan. Et je dis non, mais pas auprès de Dieu. Alors bon, il me dirait, mais qu'est-ce qu'il vous dit? Il me dit, qu'est-ce qui me casse les pieds avec leur histoire? Ils sont toujours aussi gnangnan. Et elle me dit, c'est lui. Bah oui, c'est lui. C'est lui. Mais alors il ne voit pas Dieu. Je dis non. Mais comment se fait-il? Eux étaient des hyper catholiques, donc grande déception. On parle pas de Jésus. Moi, personne de l'autre côté m'a jamais parlé ni de Jésus, ni d'Allah, ni de Bouddha. Personne. Tout ça, on m'explique que c'est une imagerie dont nous avons besoin ici. Un moteur pour avancer, c'est un moteur simplement, c'est pas une... Et donc c'est vrai que ça pose problème chez les gens qui ont la foi, qui ont une foi religieuse, j'entends qu'ils sont dans la religion. Et c'est très compliqué parce que expliquer que l'au-delà n'est pas religieux et que rarement, si, il y a quelques messages, les gens reçoivent des messages avec effectivement des symboles religieux, mais c'est assez rare en fait. Les messages qui viennent de l'autre côté sont assez laïques, hein, puisque le monde de l'autre côté est assez laïque. En fait, c'est le monde de la conscience, mais la conscience avant l'existence de Jésus, avant l'existence d'Allah, avant l'existence de Bouddha. En fin de compte, moi, je reviens à Néandertal. Je reviens à Cro-Magnon. Voilà, c'est l'au-delà de Cro-Magnon, c'est-à-dire que... cousin maintenant. Voilà, c'est mon cousin, exactement. On se ressemble beaucoup d'ailleurs. Et tout ça n'avait pas été créé à l'époque. Voilà, donc l'au-delà n'est pas religieux. La religion est venue bien après. C'est une création humaine. C'est l'homme qui a créé la religion. C'est pas l'au-delà. Et en même temps, à travers ce témoignage, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, la conscience étant dégagée de la matière, on recrée de l'autre côté ce que l'on souhaite en fonction de ses croyances. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, lorsque on est de l'autre côté, comment est-ce que je pourrais, par exemple, aborder le fait que je rencontre ma grand-mère qui est partie, etc.
est-ce que c'est réellement ma grand-mère? Est-ce que finalement, dans les différents plans de conscience de ces autres dimensions, il y a aussi cette notion d'évolution. Donc, oui. Est-ce que je vais forcément rencontrer des personnes, des membres de ma famille? Est-ce que je vais avoir l'occasion, si je crois en Jésus, de rencontrer Jésus, par exemple? Et voilà, donc, si vous pouviez nous détailler peut-être un petit peu plus ces différentes sphères d'existence. Alors, en fait, d'après ce que je sais, hein, c'est ma vérité, c'est pas la vérité universelle, je le dis bien, hein, parce que, voilà. En fait, ce que j'ai compris, c'est que de l'autre côté, souvent je dis, parce qu'on aime bien savoir, as-tu retrouvé un tel? Non. Oh, stupéfaction, comment? Il n'a pas retrouvé. Il a retrouvé son père? Ah non, je suis pas avec mon père. Alors on me dit, mais c'est très triste alors. Je dis non, je suis pas très triste. En fin de compte, moi, je suis dans mon évolution. Ceci, voilà, peut-être que je le reverrai plus tard, mais je l'ai pas encore vu. Mais c'est pas essentiel, puisque on redevient soi au milieu de l'univers. Il faut bien savoir quand même qu'on nous explique que quand on est ici, on est accompagné et on en fait une fin du monde, en fin de compte. Notre univers, nos parents, nos maris, nos femmes, nos enfants sont notre univers et on croit que c'est le centre de l'univers. Or, quand on passe de l'autre côté, on se dégage de tout ça, on les retrouve, eux qui voyagent et qui évoluent dans d'autres sphères, et tout ça est tout à fait normal puisque c'est essentiel. Et on prépare un retour ailleurs, ici ou autre part, avec peut-être de nouveaux accompagnants. Parce que c'est ça l'évolution en fait, hein. C'est ça. Ici, l'histoire que nous vivons ici, c'est une petite histoire qui dure 3 secondes dans l'univers. On arrive ici, on utilise une identité, celle qu'on utilise, mais on n'est pas ce qu'on est. Je suis pas Patricia Daré, je suis Patricia Daré ici et maintenant, mais c'est moi à l'intérieur, et comme vous n'êtes pas votre identité, vous êtes vraiment plus. Vous avez toujours existé, donc vous êtes bien plus que ce que vous êtes ici maintenant. Et en fait, on a l'impression, ici, c'est ça le leurre de la matière, c'est que tout s'arrête ici. Non, de l'autre côté, ils continuent. Il y en a même qui n'ont même plus envie de discuter avec nous. On n'arrive plus à les joindre, parce qu'ils sont partis. Ils ont évolué. Souvent, pour nous rassurer, ils viennent nous chercher quand on meurt, mais juste nous saluer. Et puis on comprend, quand on passe de l'autre côté, que on n'a pas besoin de rester avec eux, en fait. L'amour qui nous unit est suffisant pour partir dans l'éternité. Et on n'a pas besoin de passer du temps comme ici. Encore une fois, il y a un mot qui est important, c'est éternel et le mot infini. Il est difficile d'imaginer ce que ça veut dire éternité. Quand on dit éternité, ça fait long. On me dit toujours, oh c'est long, c'est ennuyeux, parce qu'évidemment on fait référence au temps terrestre. Quand on dit infini, on dit, oh là, c'est grand, ça s'arrête tout. Comme si ça devait s'arrêter. Maintenant, ça s'arrête pas, et c'est de tous les temps. Ça veut dire que nous sommes depuis toujours, et nous serons toujours, sous différentes formes. Nous sommes à 3 secondes de notre existence sur cette terre. Un passage un peu pénible, parce que la matière, parce que les souffrances, ça nous le rend pénible. Mais dès qu'on passe de l'autre côté, on l'oublie. Il y a même des défunts qui oublient leur nom. Ils ne savent même plus comment ils s'appellent, mais peu importe qui ils étaient. Ils sont, donc qu'ils ont été. Comment vous appelez-vous? Je sais pas. Comment vous appeliez-vous? Je sais pas comment je m'appelais, moi. Ce que je sais comment je m'appelais, je me rappelle plus. Et souvent, pour se manifester à quelqu'un qu'ils connaissent ici, ils prennent une image. Alors je décris qui je vois. Alors on me dit, c'est bizarre. On me dit, par exemple, tu vois bien mon père, mais tu le vois pas avec le même nez. Ou c'est bien lui, mais tu me le vois pas avec ses yeux. Oui, parce que quoi? Parce que les défunts ne se souviennent pas comment ils étaient. Comme ils ne sont plus, ils utilisent ce qu'ils pensent avoir été, le souvenir qu'ils ont de leur vie terrestre. Et quelquefois, ça se voit aussi, c'est en transcommunication sur les écrans et sur les images qui sont. Quelquefois, c'est plus du tout ce qu'ils étaient. Ils se présentent différents de ce qu'ils étaient parce qu'ils ne s'en souviennent pas. C'est approximatif. C'est bien ça, mais avec un nez comme ça, avec des oreilles comme ça, c'est un peu différent. Voilà. Puis quelquefois, ils se montrent à 30 ans. Patricia Daré avec nous, médium et journaliste, un souffle vers l'éternité. Je voudrais partager mes messages de l'au-delà aux éditions Michel Lafon. Nous sommes de la librairie de l'Inconnu, 84 rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement à Paris. Il y avait eu un film qui avait été fait, c'était avec celui qui a joué dans Peter Pan, Robin Williams. Et le film donc mettait en avant le fait que finalement l'au-delà était vraiment à l'image de nos créations. On y mettait ce que l'on voulait. Et dans ce sens-là, pour ceux et celles qui pensent en quittant cette terre que l'enfer, la damnation va les rejoindre, ou qu'ils vont y aller, ou ceux et celles qui pensent qu'ils sont athées, qu'est-ce qu'il advient de ces derniers? Écoutez, ça c'est très étrange, parce qu'ils vont rentrer dans le
dans le film qu'ils ont tourné, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand je rentre en communication avec des défunts, je sens, par exemple, quelqu'un veut parler avec son père, et je sens un homme qui vient, mais qui vient à reculons, et qui me dit de l'autre côté, moi de toute façon j'y crois pas, hein. J'y crois pas. Le vivant? Non, le mort. Le mort. Et souvent, j'ai dit, mais comment ça, j'y crois pas? De toute façon, c'est pas possible. C'est-à-dire, je suis encore vivant, mais j'y crois pas. Parce que je croyais pas que c'était possible. Donc, je reste dans je suis incrédule, je n'y crois pas. Mon incroyance, mais je ne veux pas y croire. Alors ça arrive. Donc, il se croit toujours vivant. Le déni, non. C'est-à-dire, je suis mort. Alors, il y a deux choses. Il y a ceux qui disent, je suis mort, mais je suis mort. Ben, vous êtes vivant puisque je vous parle. Non, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors ça arrive. C'est-à-dire, il est têtu, et quand je dis, écoutez, il n'y croit pas. Et on me dit, oui, il était pareil, il voulait pas en entendre parler. Ah, il y a des gens qui continuent de ne pas vouloir en entendre parler de l'autre côté. Ça peut durer un certain temps. C'est-à-dire 2-3 siècles pour eux. Oui. Pour nous, je veux dire, pour eux quelque temps. Et jusqu'à ce qu'ils évoluent. Parce qu'on évolue toujours. Au bout d'un moment, on leur envoie des petits hameçons pour essayer de les ramener un petit peu. Il y a ceux qui disent, de l'autre côté, moi, de toute façon, je vais m'en sortir, je vais pas mourir, vous inquiétez pas. Je me bats contre ma maladie, mais attendez, vous êtes déjà mort. Vous êtes passé. Non. Si, vous êtes passé. Pas possible. Ils ont toujours le sentiment d'être vivants. Je suis pas mort. Si. Mais vous rigolez. Voilà, j'entends ça. Mais vous rigolez, mais elle plaisante. Mais c'est horrible. Voilà, c'est sentiment, je suis pas mort. Il y en a même qui continuent d'aller au bureau, il y en a qui continuent de faire leurs courses, on les trouve. Donc la notion du temps pour eux est totalement différente. Ils perçoivent Ils sont tellement convaincus. Dans une boucle temporelle. Qui ne peuvent pas mourir. On continue de faire exactement les mêmes gestes, on ne se pose pas la question, tout comme de son vivant ne se posait pas la question. Ce sont des gens qui ne se posent aucune question. On va travailler tous les jours, on ne se pose pas la question de sa vie et de sa mort, de l'après, de l'avant, donc on continue. Et puis, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de généralité là-dessus, ce sont des cas particuliers. Et puis, généralement, les athées croient toujours pas en l'au-delà et surtout pas en un dieu ni à une hiérarchie. Il y a ceux qui ne passent pas parce qu'ils sont attachés à la matière et qui veulent continuer de gérer ici. Il y a ceux qui ne passent pas parce qu'ils sont encore dans le choc de leur mort en disant mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe. Il y a ce que j'appelle les fantômes qui continuent d'habiter des maisons parce que eux, en fait, ce sont des gens qui ont décidé d'être dans un lieu et de se fermer au monde. Parce que là, quand je parle des défunts, c'est ceux qui peuvent encore communiquer avec moi, qui communiquent avec les médiums. Il y a ceux qui ne veulent plus communiquer. Je les appelle les fantômes. Ils sont dans un lieu et continuent d'y vivre. Vous en rencontrez d'ailleurs avec votre mari, vous partez en week-end, me semble-t-il, dans une auberge, voilà, c'est ça. Oui. Et là, oui. Pareil, oui. Là, je rencontre cette forme étrange. Enfin, ce sont les fantômes, j'appelle ces espèces de fantômes. Je les appelle les fantômes parce que ce sont des présences assez diaboliques, en fait, assez maléfiques. Quand elles sont là, vous les sentez, puis vous n'allez pas bien. Ce sont des présences qui vous mettent très très mal à l'aise. Il y a plusieurs sortes de fantômes. Il y a ceux qui continuent à être là, vous les voyez passer dans les lieux. Oui. On voit ces formes, ou pas formes d'ailleurs. On sent ces présences, on entend ces bruits, ils continuent de faire, mais ils ont fermé les portes de leur monde, c'est-à-dire que elles continuent de faire ces gestes automatiques, mais sans regarder à l'extérieur, comme ils vivaient en fait. Ils étaient repliés sur eux-mêmes et ils ne voulaient pas quitter leur demeure. Il y a toutes sortes d'entités, il y a toutes sortes de consciences. Et en fait, il n'y a pas de vérité universelle. Il y a les fantômes. Alors, il m'est arrivé d'aller essayer de dégager un fantôme d'un lieu, et puis qui me voyait. Il y a ceux qui vous voient pas, puis il y a ceux qui vous voient, et qui me prenaient pour le fantôme. C'est-à-dire... comme le film Les Autres. Voilà, exactement. C'est-à-dire que je lui disais, maintenant, je le voyais dans la pièce, il avait été photographié aux fenêtres peu de temps avant par des gens, on le voyait, etc. Je le vois dans la pièce. Je dis, maintenant, vous allez partir, il est temps... Il était là depuis très longtemps et il me dit, mon Dieu, il me voit et j'entends, mon Dieu, un revenant. Il disait, un revenant, il prie. Je lui dis, je ne suis pas un revenant, je suis venu vous aider à passer. Oh mon Dieu, un revenant. Il hurlait, et il récitait, il ne pouvait pas, il avait peur de moi et il prétendait que c'était moi qui étais morte. Morte. Et alors après un certain temps, je dis, mais alors qui est mort dans cette histoire? Mais oui, non, mais c'est très intéressant, mais oui. Qui est mort, lui ou moi? Je sais plus. Il me dit, je suis le fantôme. Je dis que vous êtes le fantôme. Non, c'est toi. Donc ça devient un peu bon. J'ai jamais pu le faire partir, mais il voulait pas. Il me dit non, va des rétros. Il faisait toutes les prières, me jetait toutes les prières à la tête. Donc voilà.
Et puis il y a des tas de conscience de l'autre côté. On peut pas généraliser en disant de l'autre côté c'est comme ci, comme ça. En fin de compte, on continue d'être ce qu'on était. On a ce caractère. D'ailleurs, quand on est médium, quand on parle avec l'au-delà, qu'est-ce qui vient tout de suite avec l'entité? C'est d'abord un caractère qui arrive. Je peux décrire un caractère. Donc on garde, la première chose qu'on garde, c'est son caractère. Après, on a une énergie. Soit elle est forte, soit elle est faible. L'énergie qu'on avait. Et après seulement, le défunt va commencer à se recomposer un physique. Bon, je pense que j'étais un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Voilà. Et puis on va essayer de donner des éléments, un nom, etc. Mais c'est le caractère. Et ce caractère-là, il continue de l'autre côté. On est dans son caractère, dans sa conscience. Mais dans son caractère, c'est important. Caractère, c'est la première chose qui reste. Quand on est en contact, on a soit, quand quelqu'un avait beaucoup d'humour, c'est la première chose qui arrive, c'est l'humour. Quand quelqu'un a été têtu, c'est le côté têtu. Donc, effectivement, quelqu'un qui est têtu et qui ne croit pas à l'au-delà, il va passer de l'autre côté, mais il dit, je ne suis pas mort. Je n'y crois pas. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans le fait qu'on vous prenne pour un revenant, et inversement, c'est sur la notion même de ce qu'est la réalité, d'une manière générale. Qu'est-ce que la réalité ? Et finalement, on parle ici de l'autre côté du voile, on parle des défunts, mais finalement, il y a aussi cette notion de dimensions qui sont les unes à côté des autres, et vous parliez du temps. Passé, présent, futur n'existe pas en tant que tel, si ce n'est peut-être juste l'ici et maintenant qui, lui, pour le coup, existe. Est-ce que l'on peut choisir, admettons, l'époque, une époque qui pour nous, par exemple, serait le passé, pour s'incarner? Tout à fait. Pour s'incarner, oui, par exemple. On choisit en fonction de notre vibration ce qui nous est nécessaire. Ce qui nous est nécessaire. Tout est possible, en fait. On choisit ce qui nous est nécessaire, pas ce qu'on veut. C'est très important, parce que c'est un détail, on croit comme ça que c'est... Voilà. Mais non. Dans ce que je vis, on me dit, on va te faire faire ce qui t'est nécessaire, pas ce que tu as envie. C'est jamais ce que j'ai envie de faire qu'on me fait faire, en fin de compte. C'est toujours ce qui m'est nécessaire, ce qui est très différent, parce que ça donne pas toujours envie. Et en fait, on vous fait choisir ce qui vous est nécessaire pour avancer. D'où, quelquefois, des situations pas marrantes. Pas marrantes. On peut se réincarner dans une époque, effectivement. On peut même être en ce moment même, alors je vais aller plus loin, je ne veux pas rentrer dans le débat, parce qu'on peut même, vous, maintenant, Laurent, vous pouvez être dans une autre époque, en train de vivre actuellement, le temps est fractal et non pas linéaire. Ouais. Vous êtes même certainement de l'autre côté dans une autre époque. Ça n'existe pas tout ça. Nous sommes ici maintenant, mais nous sommes aussi ailleurs, avant et après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ici et maintenant. Mais on peut aussi utiliser l'après et l'avant. Pourquoi est-ce que la hiérarchie fait appel à vous pour faire passer des esprits qui errent, qui sont perdus? Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas intervenir? Alors voilà, c'est ce qu'on me demande souvent. On me dit, mais attendez, ils sont tellement costauds. Ben non, mais ils sont trop hauts, ils peuvent pas. Ils sont trop hauts, donc ils me disent, dis donc, toi qui es en bas, tu peux pas me le passer, là? Essaie de le soulever. Parce que c'est ça, en fait. Ils sont tellement hauts que les esprits, ici, nous sommes dans une vibration très basse. Donc, ils n'arrivent pas à se faire voir et à toucher. Ils n'ont pas la vibration correspondante. Donc moi, comme je suis plus basse, ils me disent, dis donc, tu pourrais pas, toi, intermédiaire, le passer? Oui, c'est vraiment toute une question de vibration. C'est une question vibratoire. Vous mentionnez aussi. Voilà, c'est exactement. Ils sont trop hauts, ils peuvent pas attraper. Et même, quelquefois, on ne les voit pas. L'esprit ne les voit pas. Donc il faut, pour que celui qui va passer voit cette lumière, donc voit ceux qui l'attendent, que je lui dise. Au moment où je lui dis, maintenant, vous voyez devant, vous allez voir dans quelques instants une lumière. Alors moi, je la vois déjà. Mais lui, il me dit, je vois rien. J'ai dit, si vous allez voir dans quelques instants, je la vois bien, moi. Alors si vous allez la voir. Mais il me dit, je vois rien du tout. Et alors je dis, allô, Cognac J, il voit rien du tout. Ça va durer combien de temps? Surtout que vous avez peu de temps pour le faire, ça. Exactement. J'ai très peu de temps, parce qu'après, c'est dangereux. C'est des fenêtres. C'est ça qui est intéressant. C'est dangereux de le faire. En plus, ça peut 15 minutes, en fait. Oui, c'est 15 minutes, parce qu'après, ça devient dangereux pour moi, physiquement, en fait. Et je dis, il voit toujours rien, alors faut faire quelque chose. Et là, on me dit, on envoie quelqu'un. Qui? Son frère. Et je dis, là, qu'est-ce qu'on fait vibrer? L'amour. Son frère, c'est l'amour. Vous allez voir votre frère. Regardez devant. Et là, il dit, oui, je vois mon frère. Ah, mais je vois la lumière derrière. Voilà, c'est comme ça. Donc, on utilise l'amour pour le faire avancer. Et un jour, j'ai eu le malheur, moi, de dire, on vous envoie quelqu'un, mais sans qu'on me l'ait dit. Ah non, il n'y a personne. Et on me dit, mais on n'a personne sous la main. Qu'est-ce que tu racontes? Et c'était terrible. Parce qu'en fin de compte, là-dessus, il faut être extrêmement exécutant. C'est-à-dire que je ne peux prendre aucune décision. On ne peut pas dire, moi, je peux même pas dire, je vais faire passer quelqu'un. Moi, il faut que je demande et je dois le faire passer. Des fois, on me dit, non, tu fais rien. Merci. Tu ne fais pas. C'est pas à toi de le faire. Il y a d'autres gens qui vont le faire. C'est pas à toi. Ce coup-là, c'est pas pour toi. Est-ce que je peux aider cette personne? Non.
Ah bon, pourquoi? C'est pas toi. Reste à ta place. Reste à ta place. Ne fais pas plus qu'on ne te demande. Pas de zèle. Donc, reste à ta place. Et un jour, je dis, vous voyez la lumière? Et le type me dit, je vois rien du tout. Et il partait pas. Et j'avais peu de temps. Je dis, bon, on vous envoie quelqu'un. Et j'entends, mais on n'a personne. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qui te prend? Et ben, j'ai dit, comment je fais maintenant? Ben non, tu lui dis qu'il doit voir la lumière. Et donc, comme j'avais annoncé quelqu'un, lui, il attendait quelqu'un. C'était un micmac. J'ai eu des tas d'aventures pas très marrantes, parce que d'apprentis sorciers, en fait, ou de gens qui, voilà, j'ai compris qu'il fallait faire uniquement ce qu'on nous demandait de faire et qu'il fallait pas aller au-devant des choses et on reste à sa place. Humilité. Oui, tout à fait. De se laisser porter, ne pas prendre de décision finalement. Et pour le coup, il y a un événement qui vous est arrivé. C'est déjà d'une part, donc 95, ce dont vous est révélé à nouveau. Vous perdez peu de temps après votre mère et votre mari. Ouais. Comment vous réagissez par rapport à ça? Alors, ouais, pas facile. En fait, non, ça n'était pas facile du tout. En fait, parce que je sais que mon mari, elle est passée, parce qu'on me l'avait dit dans un message en 2007. Il est mort en 2010, puis en 2007, en questionnant comme ça, j'avais dit, mais qu'est-ce qui va se passer en 2012? Et on m'avait dit, tu verras, voilà, il va y avoir beaucoup de changements. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, en 2012, puisqu'il y aura beaucoup de changements? Il me dit, mais toi, tu vas beaucoup bouger et tu vas beaucoup parler, parce que je faisais déjà beaucoup à l'époque. Ça m'a pas beaucoup changé, ça. Tu vas beaucoup bouger, tu vas beaucoup voyager, tu auras une cause à défendre. C'était ça. Alors, cause à défendre, je me dis, c'est quoi, une cause politique? Je dis, mais je vais tout le temps voyager, mais alors, j'ai quand même une famille, et j'ai un mari. Et on me répond, il ne sera plus là. Et moi, première chose que je dis, il aura divorcé, il va me quitter. Et on me dit, non. Et là, j'ai compris qu'il se préparait quelque chose de grave. Et quand il m'a annoncé son cancer, je savais qu'il allait partir. Par contre, j'avais pas prévu pour ma mère, qui est morte 3 semaines après. Et ça faisait beaucoup, coup sur coup, quoi. Parce que ma mère est morte de chagrin de voir partir mon mari, ça l'avait bon. Mais toujours en relation, en fait, hein, toujours en communication. Mon mari, dès le soir de sa mort, est venu déjà me parler. Alors, il fallait que je l'aide à partir, parce que lui ne voulait pas partir. Ah bon? Ah non, il voulait pas. Il était absolument... il me dit, non, j'ai trop de choses à faire. Il voulait revenir. Et il ne voulait pas partir. Et pendant 8 mois, j'ai travaillé pour le faire passer. Il ne voulait pas lâcher parce qu'il me disait, t'as besoin de moi, je ne peux pas partir. Et je lui disais, je n'ai pas besoin de toi comme ça, j'ai besoin de toi après. Quand tu seras passé, tu seras plus à même de m'aider. Ça a été terrible. Il ne voulait pas quitter la terre. Bon, c'était un homme politique, donc ça explique beaucoup de choses aussi. C'était un avocat, homme politique, donc très dans la matière, etc. Le pouvoir, l'ego, tout ça. Bon. Et donc c'est vrai que ça abîme beaucoup quand même. Hein. On se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de lâcher prise dans tout ça. Donc pendant 8 mois, je l'ai aidé. Et donc j'étais tout le temps en contact avec eux. En fait, ça a été dur. L'absence est dure. On le sait, quand il y a un décès, c'est horrible l'absence parce qu'il faut... Bon, mais comme j'étais toujours en contact avec eux et que ça a été moins difficile que ça n'aurait pu être en temps, j'allais dire, normal, quoi. Mais c'est pas facile quand même parce que ça bouleverse une vie et puis c'est quand même quelque chose qui bouleverse. Nous sommes humains, nous sommes incarnés, nous sommes dans cette matière qui est quand même bouleversée. Et votre mère, alors est-ce qu'elle aussi, elle a mis autant de temps à partir? Ah non, elle est partie tout de suite. Elle était très contente. On avait l'impression qu'elle n'attendait que ça. Ah oui. Et en fait, quelques temps avant, mais bien des mois avant, elle m'avait dit, je crois que j'ai fini mon parcours. Ça m'avait frappé. C'est une phrase qu'on dit pas comme ça. J'ai fini mon parcours. Et j'ai senti qu'après son décès, alors elle est partie, mais comme, comment vous dire, dans une joie, mais comme une jeune fille qui rit, vous savez, comme une espèce de joie. À chaque fois qu'elle revient, c'est joyeux, c'est gai, c'est marrant. Elle me donne beaucoup de gaieté parce qu'elle est heureuse en fait. Elle est heureuse et je la vois vraiment, je la sens heureuse. Et donc, voilà, il y a une espèce de... Et après, il fallait que je transmette aux autres, à mon fils. Et ça, c'est la transmission qui est difficile, parce que moi, je le ressens. Mais avec quels mots je transmets qu'ils sont bien? C'est facile à dire. Mais il faut que les gens le ressentent. Il faut qu'ils trouvent la paix dans les mots que je vais dire. Donc, je leur dis, quand ils sont de l'autre côté, j'ai écouté, moi, je veux bien donner un message, mais envoyer l'énergie pour que la personne en face ressente que vous êtes là. C'est pas simplement des mots en disant il est là, il va bien, c'est pas suffisant ça. Mais envoyez l'énergie, qu'elle ressente, qu'elle vous ressente. Et ça se passe assez bien comme ça. Quand ils peuvent, ils le font. Parce que ça change tout. Il y a aussi un esprit avec qui vous rentrez en communication et qui vous dit « Je serai ton fils ». Ah oui. Et je crois qu'il précise l'année, me semble-t-il. 94, ouais. 94. Alors ça, c'était avant que vous ayez vos dons, cette ouverture. Alors j'ai fait un truc que je ne conseille à personne, qu'il ne faut jamais faire. C'est
une séance pour rire de spiritisme. Alors ça, il ne faut jamais le faire. Et j'ai eu de la chance, en fait, que ça soit bien passé. Il fallait dire que je devais être protégée déjà. Hein. C'était avec ma nièce, et un soir, pour rire, alors le truc bête, idiot, mais que vraiment je combats maintenant, je fais avec un Ouija que j'avais acheté. Je fais une séance de spiritisme, et on rit, évidemment, c'était pour... Et tout à coup, évidemment, le Ouija, c'est donc la table avec les lettres et les chiffres et les mots pour répondre. Hein. Et donc, la petite planchette part, signale les lettres et répond. Et je pensais que c'était ma nièce, parce qu'on était toutes les deux, qui faisait les mots. Ça commence par des insultes, évidemment, parce que le Ouija, les séances de spiritisme, c'est toujours des insultes. C'est le bas astral, c'est les esprits pas très évolués qui viennent, c'est les premiers derrière, donc ils sont pas partis. Enfin, c'est vraiment le plus bas. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fin de compte, au bout d'un moment, il y a un esprit qui vient et qui me dit, eh bien, tu sais quoi, je serai ton fils. Il faut dire qu'à l'époque, je ne pouvais pas avoir d'enfant et je faisais des traitements pour avoir un enfant. Je dis, tu seras mon fils, mais je suis ton fils, je n'ai pas d'enfant. Oui, ben moi, je vais l'être. Et je viendrai en 1994. On est en 1990 ou 91. J'oublie la chose, on oublie la séance, je n'en fais plus jamais. Je trouvais ça vraiment assez terrible. En plus, il y avait vraiment, on sentait des présences, ça n'allait pas du tout, donc on a arrêté. En 1994, je tombe enceinte. Et je me dis, mais alors si c'est lui, c'est bien l'esprit qui m'avait annoncé sa venue, mais c'est très embêtant parce que si c'est lui, c'est vraiment pas quelqu'un de très lumineux. Est-ce qu'il a réussi à s'incarner ? Mais alors, s'il a réussi à s'incarner, c'est très embêtant. Et en fin de compte, j'ai fait une fausse couche. Presque aussitôt. Et mon fils est arrivé 1 an après. Comme si, effectivement, il y avait eu quelque chose de prévu en 94, cet esprit-là, probablement, ou peut-être un autre, mais cet esprit-là, qui est venu mais qui n'a pas pu rester, et j'en suis très heureuse. Alors, nous avons presque à la fin de cette émission, et j'aimerais qu'on aborde 2 choses qui sont extrêmement importantes. Alors vous faites la distinction, l'infiltration et la possession. Ah oui. Commençons par l'infiltration, si vous voulez bien. L'infiltration, c'est, vous savez que partout, j'en vois partout, et en venant cet après-midi, je regardais les trottoirs sont pleins d'âmes errantes, des entités, des gens qui n'arrivent pas à passer, ou qui continuent d'aller au travail, ou qui prennent conscience qu'ils sont de l'autre côté, mais qui n'arrivent pas à partir, pour multiples raisons. Hein. Et il y a un problème, c'est que ces âmes errantes ont besoin d'énergie pour vivre. Elles ne peuvent pas constamment errer sans énergie. Donc, soit elles trouvent des sources énergétiques dans le taylorisme, ou dans des habitations, c'est pour ça qu'on les trouve dans les habitations, où il y a l'eau, où il y a des sources de taylorisme pour pouvoir se matérialiser ou vivre. Mais quand il n'y a pas ça, il y a une excellente source, c'est nous-mêmes. Et ces entités, qui ne sont pas forcément des entités démoniaques, ce ne sont pas des entités négatives, ce sont des entités qui ont besoin d'énergie, et elles profitent d'un affaiblissement de notre corps, et donc des corps éthériques qui les entourent, une petite brèche, pour pouvoir se coller à nous. Ils ne rentrent pas à l'intérieur du corps, ils ne nous possèdent pas vraiment, mais ils vivent à côté de nous et ils finissent par devenir à s'imprimer dans l'information des cellules. C'est-à-dire que nos cellules finissent par contenir leurs informations. On le sent comment ? On le ressent parce qu'au bout d'un moment, ces infiltrations provoquent des symptômes qui ne sont pas à négliger. D'abord, on est très fatigué. Une fatigue terrible. Alors, faut pas croire parce qu'en ce moment on est fatigué, mais pour d'autres raisons. On a quand même des changements géomagnétiques de la Terre. Faut pas toujours. C'est pas comme un Larousse médical. Hein. Quand on le regarde, on a toutes les maladies. Faut pas faire comme ça parce que c'est vraiment très particulier. On est très fatigué. Ensuite, on commence à ne plus récupérer de sa fatigue, à avoir de terribles angoisses, à se sentir complètement déphasé et être à côté de ses pompes. Vraiment, à côté de ses souliers, vraiment. Donc ça veut dire qu'on est en cohabitation. Pas intérieur, c'est-à-dire que l'esprit ne peut pas s'exprimer par nous, mais il vit à côté de nous. Une sensu énergétique. Une sensu énergétique qui va finir par nous imposer aussi ses goûts. Parce qu'au bout d'un moment, on commence à se sentir différent, à avoir envie de faire des choses un peu étranges, etc. Qui nous ressemblent pas. Qui nous ressemblent pas. J'avais travaillé là-dessus avec un Italien, professeur Barbaresi, au centre Lakowski de Rimini, parce qu'on avait fait des expérimentations là-dessus. On avait trouvé qu'effectivement, ces esprits s'infiltrent par des brèches du corps éthérique. Ça vient comment ? Ça vient quand on fume beaucoup, quand ça vient avec la drogue, ça vient avec l'alcool, quand on boit énormément, etc. Souvent, on a ces esprits qui passent. Quelquefois, ils ne restent pas. Ils passent, ils s'en vont. Quelquefois, ils s'attachent. Si on a beaucoup d'énergie, ils restent.
Et ces infiltrations, que les Italiens appellent les éléments psychonucléaires, parce qu'on dit qu'ils s'impriment dans le noyau de la cellule, ces esprits-là sont la cause de bien des soucis appelés dépression. Sauf que maintenant, moi j'ai un protocole pour reconnaître si c'est une dépression ou une infiltration. C'est souvent des dépressions ou des déprimes. Hein. Parce que beaucoup de gens viennent me voir en disant, vous croyez, je dois être infiltré, mais c'est pas ça en fait. Quelquefois on est infiltré, mais ça s'en va et il n'y a pas besoin d'intervenir, parce que c'est très léger. Alors ça, c'est l'infiltration. Ça arrive dans 70% des cas. Quelquefois, ça reste, quelquefois ça part. Ça vient avec un choc émotionnel aussi. Ça peut venir avec souvent après les opérations, après une anesthésie générale, etc. On se réveille, on est plusieurs, on est 2. Quelquefois, on peut être 3. La semaine dernière, où il y a 15 jours, j'ai débloqué quelqu'un. Il y avait 5 entités comme ça qui vivaient, mais la dame faisait vraiment des problèmes rhumatismaux très très forts. Est-ce qu'il vient s'y ajouter un sentiment qui est général, hein, de tristesse? Oui. De déprime. Ouais, ouais. Déprime, angoisse. Pas de source de goût à la vie, malgré le fait qu'on peut peut-être faire un métier qu'on aime, avoir une famille extraordinaire, mais manque de saveur, manque d'appréciation. Et oui, puis ça vient d'un seul coup, hein, sans raison. D'accord. Enfin, je comprends pas. Je me sens pas. Manque d'envie, puis angoisse aussi. C'est très anxiogène, Alors ça, c'est l'infiltration. Et puis, il y a la possession. Alors la possession, c'est vraiment beaucoup plus violent, parce que la possession, ce sont des entités démoniaques. Je les appelle démoniaques. C'est vraiment des entités négatives qui viennent du très bas et qui possèdent un corps, c'est-à-dire habitent une personne et vont faire une colocation, vont être colocataires et vont prendre la parole et décider de certains actes à la place de la personne. Juste pour faire écho à ce qui vous est arrivé, ce à quoi vous avez été confronté, c'est de mettre en évidence, puisqu'on parlait des séances de spiritisme, de jeunes qui ont effectué cela et l'un d'entre eux n'y croyant pas, s'est dit si t'es le démon, vas-y, viens, je t'attends. Oui. Et là, il a ouvert la porte. C'est vraiment dans cet esprit des vampires où pour que le vampire puisse éventuellement rentrer chez nous, il faut qu'on lui ouvre la porte et qu'on lui dise entre. Oui. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, pour le coup, possédé. Le père finit par arriver à vous pour... Oui, après un périple. Un périple terrible, parce qu'il a cherché des exorcismes partout, personne ne voulait y aller. C'était très impressionnant, hein. C'était une possession très intérieure. Une voix, un langage du XVIIIe siècle chez un jeune ado qui d'un seul coup s'était mis à, lui qui avait travaillé moyennement au lycée, à avoir des dissertations exemplaires, à avoir des connaissances incroyables, qui ne savait pas quand il est arrivé à la maison la première fois. Il a regardé la télévision et il a dit à son père, qu'est-ce cela? C'est intéressant. Il ne reconnaissait pas les choses, il avait un autre regard. Il avait un regard complètement... illuminé et puis capable d'une grande négativité. Alors ce qui était étonnant aussi, c'est qu'un prêtre exorciste était venu. Le père était allé chercher un prêtre exorciste sous la force. Il avait contraint de venir pour aider son fils parce que personne ne voulait venir. Et quand il a commencé à envoyer le bénite, la poitrine s'est mise à fumer. Il y avait une fumée. Comme ce père était dans l'armée, il avait fait beaucoup de photos, il était très dans l'enquête. Et enfin, c'était assez impressionnant. Donc, et puis il y avait des asticots qui venaient partout dans la chambre où dormaient le garçon, qui spontanément des asticots venaient. C'était donc la négativité, la pourriture qui était attirée par toute cette entité qui était démoniaque, vraiment une entité démoniaque qu'on a réussi à chasser au bout de 3 mois de travail incessant, hein, parce que ça part pas comme ça, hein, c'est pas de prière, ça marche pas par la prière, hein, ça marche vraiment par il faut se colter, il faut se battre. Il faut y aller, il faut que je vais pas donner ma recette de cuisine, mais il y a une décorporation, je sors de mon corps, je vais dans l'astral, je vais le chercher, j'essaie de l'emmener, il y a vraiment un corps à corps, il faut être soldat, Et je lui disais, mais laisse ce jeune, et il me dit, qu'est-ce que tu me proposes si je le laisse? Je dis, je sais pas, il dit, viens avec moi, je t'emmène et je le laisse, sinon je l'emmène. Je l'emmène, ça veut dire, je vais jusqu'au bout. Et quand il dit je l'emmène, c'est je le fais mourir. Je pars avec lui de l'autre côté. Parce que c'est ça, la possession. Je ne lâche pas jusqu'à la mort. Et ça me fait penser un jour à quelqu'un qui s'était suicidé et avec qui j'ai... Alors sur le suicide aussi, il faut dédramatiser un petit peu parce que tous les suicidés ne sont pas maudits ni damnés, c'est pas vrai. Hein. Faut sortir de ça, de la culpabilité. Première chose, on sort de toute culpabilité. Non, tout le monde fait son chemin normalement et heureusement les pauvres. Si en plus ils souffrent et en plus... ils doivent être damnés, c'est pas la peine. Non. Mais un suicidé m'avait dit, quand je suis arrivé de l'autre côté, on s'est retrouvé à 2. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé avec l'entité qui était en lui et qui lui a dit, alors, ça y est, j'y suis arrivé. Et il me dit, il s'est sauvé. Donc,
ça prouve bien que des gens qui agissent quelquefois et sont sous influence, et je vous ferai pas de dessin sur l'actualité en ce moment, il y a des gens qui sont vraiment sous influence, non seulement humaine, hein, mais une influence aussi démoniaque. Ça, j'en suis persuadée. Et la personne sur laquelle vous êtes intervenu est au téléphone et qui a été, pendant cet entretien téléphonique, qui a pris 5 ou 6 voix différentes. Alors, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que de temps en temps, vous avez ce qu'on appelle ici, homme de matière, des échecs? Ah bah oui, heureusement. Enfin, heureusement, oui, je suis pas Superman, je suis pas Superwoman. Je prends pas le dessus là-dessus. Quelquefois, alors il m'est arrivé une fois d'avoir un échec, pas sur des entités judéo-chrétiennes, je vais les appeler comme ça. Mais je suis intervenue un jour sur une dame qui était vraiment possédée, c'était une scientifique qui faisait des recherches, et en faisant une séance de spiritisme, elle a été possédée par une entité qui l'a complètement broyée de l'intérieur, et cette entité ne répondait à rien. Vous savez, quand on parle à une entité qui possède quelqu'un, on cherche à savoir s'il fait partie d'un système judéo-chrétien, et on va commencer à parler avec des codes, du bien, du mal. Cette entité ne répondait ni au bien ni au mal, et au bout d'un moment, je lui dis, mais qui êtes-vous? Il me dit, je ne suis pas d'ici, mais je m'amuse beaucoup. Et j'ai compris qu'on était dans une autre dimension. On n'était plus là-dedans. Là, c'est un échec. Je ne sais pas comment intervenir. Je n'ai pas pu intervenir. Oui, j'ai eu des échecs. Et en même temps, de noter que, à travers les différentes désenvoûtements auxquels vous avez pu assister, accompagner les personnes qui étaient possédées, c'est que l'entité, généralement, même si elle est différente, vous reconnaît. Ah oui. Te voilà, je t'attendais. Encore toi. Comme s'il y avait cette notion non plus là de personnalité, mais dans ces esprits où on va dire un égrégore collectif d'entités individuelles, mais qui ressentent et qui savent exactement où en est chacun de ces individualités négatives. Exactement. Et à chaque fois que je demandais aux gens qui m'appelaient, vous avez pu faire mon numéro? Alors souvent, peine à faire mon numéro pour me trouver, c'est terrible, ou pour réussir à rentrer en contact. On me dit, chaque fois que je voulais la faire, il me disait, pas elle, ah non, surtout pas elle. Souvent, c'est ça, surtout pas elle. Donc je me dis, pourquoi? Et j'ai compris qu'en fait, cet égrégore me reconnaît à chaque fois, ou reprend la conversation là où on l'a terminée avec un autre, sur une autre personne. Énorme. Tu sais, la dernière fois, tu m'as dit, la nouvelle personne qui ne connaît pas l'autre. Je me dis, mais c'est donc toujours la même entité qui est là, ou le même égrégore qui me parle, et avec qui je dois me colter. Et j'ai compris une chose aussi, parce qu'on parle du mal, et ça fait très peur tout ça. Le mal, ça sert à quoi? Ben oui, ça sert à quelque chose. Le mal, ce qu'on va appeler le diable, parce faut bien lui donner un nom, hein. Chez nous on l'appelle le diable, ça sert juste à mesurer votre capacité de résistance. Il vous dit simplement, t'es capable de me résister? Jusqu'à quel point t'es capable de me résister? Et si vous dites, tu me laisses en paix, si vous l'attrapez par le collet, tu te tires de là, parce qu'il faut être extrêmement direct, il vous laisse en paix. Si, quand on me dit, moi j'ai fait une prière, je dis, mais vous rigolez, quand un cambrioleur vient chez vous, vous allez faire une prière pour qu'il sorte? Vous le chassez à coups de pied dans le derrière. On le chasse à coups de pied dans le derrière. Le mal, où on me dit quelquefois, oui, mais c'est une entité diabolique, j'ai essayé de la changer. Ah, parce que vous prétendez changer le diable et le transformer en ange. Ah, bah dis donc, alors vous n'êtes pas arrivé au bout. Non, on chasse. Il est là pour ça. Lui, il vient. Et souvent, je vais même vous dire une chose qui peut paraître étrange. Quelquefois, je me retrouve avec des gens qui viennent me voir, qui sont possédés ou qui sont infiltrés, et l'entité me dit, eh ben dis donc, ça fait un moment que je t'ai pas vu, hein. Dis donc, je suis encore là, hein. Et il y a comme une espèce de volonté que je revienne pour dire, alors, on y va? On y va, mais pour s'amuser. Pour s'amuser, pour me dire, t'es toujours capable, et pour dire à la personne, t'es capable, toi, de me chasser aussi? Vous êtes capables, toutes les deux? Et une fois qu'on a gagné, c'est fini. On a résisté, on a gagné. La personne s'en ressort plus forte. Il faut être plus fort. Et ça vous apprend une chose, c'est que dans la vie, on doit résister. Il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur, disait l'autre. N'ayons pas peur. La peur, ça doit être juste une petite alarme. Le mal est là pour nous mesurer à notre capacité, pour jauger notre capacité à le prendre par le collet. Et la lumière est toujours derrière. Toujours. Toujours derrière. On n'est jamais abandonné. Ça, c'est très important de le savoir. On n'est jamais abandonné. Patricia Daré avec nous, médium et journaliste. Un souffle vers l'éternité. Je voudrais partager mes messages de l'au-delà aux éditions Michel Lafon de la librairie de l'Inconnu. Au 84 rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris. François
C'est la fin de cette émission. Patricia. Hélas, Patricia, un immense merci. Merci à vous, j'ai été ravie d'être là, j'ai beaucoup parlé. Un grand plaisir. Et nous sommes très fiers de vous avoir reçu à la librairie L'Inconnu. Je suis très heureuse d'être dans cette belle librairie dont j'ai tellement entendu parler et dont je rêvais. Vous savez, j'ai souvent rêvé de venir ici, je suis ravie d'y être. Eh bien, écoutez, il faudra revenir. Voilà. J'espère bien. Merci à vous. Magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM, ici et maintenant.com pour nous écouter via internet.